Bonjour à tous, il est 9 heures, donc on va commencer ce webinaire. On va encore attendre quelques petites secondes histoire d'attendre voilà, d'attendre les derniers. On est 40 à cette présentation, donc on va animer cette présentation sur la conformité des sites Internet avec ma collègue Muriel qui se situe en Haute-Saône. Et puis, Monsieur Petit, Ludovic Petit, qui est alors, il se présentera lui-même, mais en gros, voilà, pour parler entre artisans, c'est la répression des fraudes voilà, qui nous fait l'amitié d'être là avec nous ce matin. Et voilà, qui est un message assez positif et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc, on va démarrer ce webinaire. Alors, juste pour vous rappeler que la chambre de métier, au niveau de l'équipe numérique, c'est des compétences qui sont régionales et on est absolument sur l'intégralité de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc avec des compétences diverses et variées qu'on arrive à croiser pour vous amener des réponses à vos problématiques. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la conformité de votre site Internet dans 3 grandes étapes. Alors, pour des questions de planning de Monsieur Petit, essentiellement, on va commencer par les conditions générales de vente et on verra tout à l'heure les mentions légales et aussi l'intégration du RGPD dans votre site Internet. Donc, je laisse la parole à monsieur Ludovic Petit, qui est donc, je vous disais, de la concurrence, consommation, répression des fraudes du groupe. À vous, Ludovic. Oui, bonjour à tous. Merci, David, de me passer la parole. Effectivement, donc Ludovic Petit, chef de service concurrence, consommation, répression des fraudes, donc un service régalien, un service de contrôle économique. Et merci de m'avoir invité parce qu'effectivement, la vente à distance et de manière générale la digitalisation de l'économie, c'est un sujet qui est important au ministère de l'économie. C'est un sujet sur lequel pas mal de monde travaille. C'est un vecteur de croissance économique. Donc, évidemment que Bercy et le ministère de l'économie et mon service voient ça de très près et suivent ça de très près. Donc, juste pour resituer le propos, la vente à distance de manière générale, c'est 112 milliards d'euros en 2020. Donc, on est sur des sujets très importants au niveau économique. Donc, mon propos aujourd'hui, ma casquette un peu régalienne, donc ce sera vraiment de parler de la réglementation applicable. Elle est un petit peu dense, donc je vous proposerai un plan un petit peu didactique pour essayer de faire le point et le tour de la question. Forcément, ce sera un petit peu général, on ne va pas pouvoir aborder chaque cas particulier, mais voilà, je compte sur l'interactivité et sur vous deux pour essayer de me relayer les questions soit au fur et à mesure, soit à la fin, comme il sera le plus pratique, j'imagine. Voilà. Alors, je vous interromps une petite seconde là, avant de démarrer pour que nos internautes on soit à l'aise avec les outils de Zoom. Donc, on a 2 outils qui sont le discussion et questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'en fin d'intervention, donc vous pouvez poser vos questions-réponses dans justement le QR. On essaiera d'y répondre en direct, mais de toute façon, à la fin de l'intervention de Ludovic, il y aura un espace, je dirais, questions-réponses sur lequel on fera un peu la synthèse des grandes questions, hein, histoire de pas couper l'intervention de Ludovic. Merci. Alors, on va fonctionner par un système de questions-réponses et puis on va essayer de dérouler un petit peu les étapes et les blocs de réglementation qui s'appliquent à la vente à distance. Tu commences, David? Non, j'y vais. Donc, voilà. Donc, alors, le contrat de vente à distance, de quoi on parle? C'est quoi exactement? Alors, effectivement, pourquoi il y a une réglementation et pourquoi c'est un petit peu compliqué et dense? Parce que c'est un mode d'achat qui est quand même très spécifique dans le sens où on achète un produit sans voir le commerçant et sans voir le produit. Donc, évidemment, il y a un dispositif qui est amené à protéger un petit peu le consommateur. Et donc, il y a une protection spécifique et une réglementation spécifique. Un contrat de vente à distance, c'est quoi? Déjà, c'est un contrat, c'est le premier point.
Et il y a une définition réglementaire que je vais prendre un petit peu de temps à développer, puisque ça permet de dégager les premières grandes notions et aussi à dire ce qui n'est pas un contrat de vente à distance. Donc, un contrat de vente à distance, c'est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d'un système organisé de prestation de services ou de vente à distance. Donc, typiquement, aujourd'hui, on parle de sites de vente en ligne, sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Donc, on voit bien que la définition est très précise. Alors, quelques notions qui se dégagent rapidement. Déjà, c'est un contrat de vente. Ça veut dire que tous les sites d'information que vous allez développer tout à l'heure ne sont pas concernés par le propos actuel. Les sites d'information, c'est un sujet, on va dire, à part. Le deuxième point, c'est qu'on est sur un champ d'application qui concerne le consommateur. Donc, les ventes entre professionnels et les ventes entre consommateurs eux-mêmes ne sont pas concernés. Donc là, on est vraiment sur un sujet où on a un professionnel qui vend à un consommateur. J'en profite pour faire une petite digression s'agissant de la protection des professionnels dans leurs actes d'achat entre eux. Pour rappeler, on a fait un dossier assez récent qui est passé au tribunal pour rappeler à les artisans qu'il y a quand même un dispositif qui les protège en cas de démarchage. Il est limité aux entreprises de moins de 5 salariés, donc ça peut quand même vraiment être le cas du public aujourd'hui, dans tous les actes d'achat qui ne concernent pas strictement l'activité. Si vous prenez, je ne sais pas moi, un artisan de métier de bouche, s'il achète ses matières premières, là, il ne va pas être protégé. Mais par contre, s'il achète un photocopieur ou je ne sais pas moi, un dispositif d'alarme et qui se fait démarcher de manière un peu agressive, il a quand même 14 jours et un contrat formalisé obligatoire qui lui permet un petit peu de se rétracter et puis d'annuler le contrat. Voilà, c'était la petite digression sur le démarchage qui peut être intéressant à rappeler, puisque c'est un dispositif qui est récent et je ne suis pas certain que tous les professionnels, en tout cas tous les artisans, en auront bien conscience. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à croire justement qu'à partir du moment où il y a un démarchage, il n'y a pas de rétractation possible dans le milieu professionnel. Donc c'est le cas, sauf pour les entreprises de moins de 5 salariés. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Et le dernier point de définition important, c'est les deux critères en fait, qui font qu'on est sur un contrat de vente à distance. C'est le recours exclusif à des techniques de vente à distance. Et ça veut dire que ça exclut tous les contrats qui vont être soit démarrés en magasin ou en local professionnel ou terminés en local professionnel. Il faut vraiment qu'on soit que sur des techniques de vente à distance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il ne doit jamais y avoir présence simultanée du professionnel et du consommateur. C'est les deux éléments de définition importants. Et quelques exemples intéressants pour se figurer un petit peu on va dire les tenants et les aboutissants de cette définition, c'est comment ça se passe quand je fais du click and collect ou du drive, etc. Parce que je vois le consommateur, donc du coup, est-ce que c'est de la vente à distance, etc., etc. Alors, le sujet, il est assez tranché, c'est que peu importe en fait le lieu de livraison ou même le paiement, ce qui est important, c'est vraiment de rester dans cette définition. Si toute la partie précontractuelle et contractuelle a été faite par une technique de vente à distance, si après, le consommateur vient récupérer au local professionnel ses produits, c'est toujours de la vente à distance. C'est vraiment revenir sur la définition. Donc, typiquement, le click and collect, c'est de la vente à distance. Donc, on peut se rétracter de click and collect. Et la notion aussi importante, et là, j'attire l'attention vraiment des professionnels, c'est la notion de réservation. C'est-à-dire que c'est quand même aux professionnels de bien donner l'information aux consommateurs qu'il y a une vente et qu'elle est ferme. Si on n'est que sur un sujet de réservation, on n'est pas dans la vente à distance. Donc, on l'a vu de manière très prégnante pendant le confinement. Il y a beaucoup d'opérateurs et d'artisans qui sont, bon an, mal an, mis à la vente à distance. Et on a eu des questions, par exemple, oui, mais moi, on m'a commandé, on m'a fait une commande assez onéreuse. J'ai fait travailler mes salariés, je l'ai livré. Et puis, du coup, on me dit, non, finalement, je me rétracte. Alors, comment on fait ?
eh ben, il faut qu'au moment de l'achat, en fait, ce soit très, très clair. On va l'aborder tout à l'heure avec le dispositif réglementaire, mais c'est vraiment là aux professionnels et aux vendeurs de bien spécifier si la vente, elle est ferme ou pas. On a eu des cas où c'était un petit peu compliqué à démêler, donc il faut vraiment que dès la contractualisation, on soit au clair sur le fait que c'est un engagement du professionnel, mais aussi du consommateur. Il y a vraiment cette notion de réservation. La réservation, ce n'est pas une vente. C'est un engagement, mais ce n'est pas un contrat de vente. Ok. Ce qui est important dans ce qu'on est en train de se dire et pour nos artisans, c'est de bien comprendre que quand on fait un site internet et qu'on vend en ligne, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a bien un contrat derrière et qui engage finalement plus l'artisan que le client en définitive. Les deux parties, on va le voir, mais chacun a ses parties d'obligation effectivement, mais ça engage. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. On a une petite question par rapport à la vente de prestations de services. Oui. Est-ce qu'elle est également aussi concernée par cette vente à distance, cette réglementation vente à distance? Oui, on va l'aborder un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi pas l'aborder là maintenant? Effectivement, je vais parler souvent de produits, mais les prestations de services, de la même manière, peuvent être tout à fait commercialisées sous forme de vente à distance. Il n'y a pas de difficulté. On l'abordera tout à l'heure de manière un peu spécifique par rapport à la rétractation, parce que c'est vrai qu'il y a la possibilité qui est donnée aux consommateurs de ne pas attendre le délai de rétractation et de faire commencer les travaux ou la prestation, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça induit, ça a une incidence en fait sur la rétractation elle-même. C'est-à-dire que la rétractation est toujours possible en droit. Seulement, comme le professionnel ou l'artisan aura commencé les travaux, le consommateur sera quand même redevable au prorata de ce qui a été fait. Il y a une petite nuance effectivement avec les prestations et effectivement la question était pertinente. Je vais souvent parler de produits, mais les prestations sont effectivement tout à fait inclus dans la vente à distance. Donc abordons les obligations légales. Donc quelles sont les obligations légales par rapport aux consommateurs Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la réglementation est un peu complexe et l'idée et le fil de la discussion, ça va être en fait de faire un propos chronologique, c'est-à-dire avant l'acte d'achat, qu'est-ce que le site internet, le site de vente en ligne doit disposer comme information obligatoire. Ensuite, comment le contrat est formé. Ensuite, on va inverser, mais il y a effectivement l'étape de livraison et le cas échéant, puisque ce n'est pas une obligation évidemment, le dispositif de rétractation. Donc, on va essayer de décliner le propos de manière chronologique comme ça. Alors, les conditions générales de vente, donc c'est un gros sujet aussi et on tenait absolument à ce que ce point-là soit abordé ce matin parce qu'on voit, nous, dans notre pratique et quand on avait préparé ce webinaire avec Ludovic, on constate quelque chose en tant que conseiller numérique, c'est que les artisans, par manque d'informations, on peut le dire, il n'y a pas de mal à ça, vont faire un peu du papillonnage et du copier-coller de conditions générales de vente qui peut être franchement pénalisant. Donc, on tenait absolument à avoir votre avis, Ludovic, sur les conditions générales de vente. Oui, c'est ça. Dans le plan qu'on a présenté, le plan du propos, c'est les CGV apparaissent pas. Et la question qui se pose, mais du coup, les CGV, c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Effectivement, dans les contrôles qu'on mène, on voit souvent des copier-coller de CGV de sites ou fournis par le prestataire qui va créer le site. Et je pense qu'il est important de se poser là juste 2 minutes pour vraiment recaler le sujet. Donc, en fait, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires dans une relation professionnelle-consommateur. Donc, c'est-à-dire, trivialement, s'il n'y a pas de CGV sur un site de vente en ligne, ce n'est pas grave. S'il y en a, ça ne veut pas dire que c'est conforme à la réglementation non plus, mais les CGV ne sont pas obligatoires. Alors, le raccourci, c'est effectivement que, et je pense que c'est ce que chacun pense, oui, mais sur tous les sites, il y a des CGV. Oui, parce que c'est une facilité. C'est une modalité, on va dire, juridique de contractualiser de manière sécurisée indistinctement avec des professionnels ou des consommateurs. Donc, on parle toujours de CGV, mais dans la vente à distance, en fait, elles ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on a décliné juste avant dans le plan, c'est les informations précontractuelles. Donc,
Des CGV en soi ne sont pas obligatoires. Elles ne le sont pas directement non plus dans les relations B2B. Il faut savoir que les CGV sont définis dans le code de commerce. Et le code de commerce, il dit en fait, si elles sont écrites, elles sont opposables. C'est-à-dire que le professionnel, l'artisan peut les communiquer. Mais en soi, elles ne sont pas obligatoires. Ça le devient de fait dans l'article d'après qui dit dès l'instant où il y a une relation commerciale, elle doit être établie sur la base d'un contrat et donc de CGV. Donc on voit bien que les CGV, c'est un sujet complexe, mais dans la vente à distance, ce n'est pas du tout une nécessité. Alors, c'est une facilité, puisque souvent les artisans et les opérateurs, de manière générale, ont déjà des CGV, mais on va le voir dans l'information précontractuelle, les CGV sont souvent très, très générales. Là, l'information du consommateur dans un cadre de vente à distance, donc dans un cadre protecteur réglementaire, il faut qu'elle soit très spécialisée. On ne peut pas dire au consommateur, il y a 13 exceptions au droit de rétractation, puis choisissez si vous pouvez vous rétracter ou pas. Ce n'est pas du tout le propos. De la même manière, je ne sais pas, moi, si on prend le sujet de la livraison, les délais de livraison moyens ne vont pas du tout répondre à la réglementation sur la vente à distance. Donc, les CGV, oui et non. Mais ce qui est obligatoire, c'est ce que je vais vous présenter après. Ça peut être intégré dans une page CGV, mais et j'allais dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'onglet CGV ou de renvoi vers une page CGV que c'est pas conforme. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on va présenter après. Ça s'appelle en droit de la consommation les informations précontractuelles. Donc CGV, c'était intéressant effectivement de se poser. Donc ce qu'on voit souvent, David, pour répondre à ta question, c'est des copier-coller. On en voit plein, puis ça va pas, parce que c'est pas du tout adapté à la vente au consommateur. Ouais. Et c'est vrai que c'est une pratique qu'on voit, et puis c'est vrai. Alors des fois même c'est trop, parce qu'il y a même maintenant des générateurs de CGV, donc où on voit. Alors nous, avec Muren, on est un peu vicieux là-dessus, puis on va un peu fouiller dans les conditions générales de vente, et puis on voit des fois c'est marqué renseigner ici l'entreprise. En fait, il y a vraiment un copier-coller brut, mais du coup, nous, le discours qu'on donne aussi aux artisans, c'est de dire attention, parce qu'à partir du moment où il y a des CGV, du coup, elles sont applicables et ça peut. Elles sont opposables, c'est ça. Ouais. Ce qui s'applique à une entreprise n'est pas forcément vrai pour une autre entreprise, même si c'est la même activité. C'est ça. J'espère que ça a été assez clair sur CGV. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous parles des informations précontractuelles. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, je vous ai mis la liste. Elle n'est pas exhaustive. J'ai oublié encore Blocktel. Mais ça, c'est la liste de ce qui est nécessaire et obligatoire en termes d'information du consommateur sur un site de vente en ligne. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes. Je vous laisse en prendre connaissance, mais elles sont assez évidentes et connues. Le prix, les caractéristiques essentielles, l'identité effectivement du professionnel, les modalités de paiement, la date ou le délai de livraison, les garanties, parce qu'il y en a plusieurs, les coordonnées du médiateur, Blocktel, donc je disais, et au-delà on va dire des générales connues, il y a des spécifiques qui sont liés à la vente à distance, donc tout ce qui concerne la rétractation, les coûts de renvoi et les exceptions au droit de rétractation. Donc, ce que je vous propose, c'est de les faire de manière un petit peu didactique. On va commencer par les générales et après on viendra au plus particulier. Simplement, ce qui est important de noter, c'est que contrairement à des CGV, là, l'obligation, elle est non seulement de disposer de ces informations, mais de les fournir. Et ce n'est pas un détail, c'est-à-dire que renvoyer le consommateur à des pages et des pages et des pages, ça ne va pas. Il y a une décision de la Cour de justice européenne qui dit non, la fourniture, ça doit être le plus simple possible et le plus direct. Donc, renvoyer à des endroits ou à plusieurs endroits, c'est ce qu'on voit souvent. Il y a un bloc livraison, un bloc… et en fait, c'est un parcours du combattant. Ça ne répond pas à l'obligation. Le consommateur, il doit trouver l'ensemble de ces informations rapidement et de manière aisée. Voilà. Alors, soit ça peut être des liens, par exemple livraison, etc., mais on arrive directement, soit effectivement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est un bloc qui s'appelle CGV ou pas, mais qui reprend toutes ces informations-là, effectivement. OK. Vous pouvez donc du coup effectivement venir un peu plus en détail sur ces informations précontractuelles
obligatoire? Oui, alors c'est ce que je mets. Bah oui, je connais, parce qu'effectivement, la partie information précontractuelle obligatoire, bah, c'est celles qui sont obligatoires dans tous les modes de vente aux consommateurs, pas que sur la vente à distance. Donc, elles sont connues, hein. Le prix, donc le prix entendu au sens de la consommation, c'est le prix avec toutes les options, forfait, etc. Donc, c'est le prix qu'on va effectivement payer, hein. La nuance est que bah, parfois, il y a des sujets en termes de prestations ou peut-être en termes de produits où on peut rajouter des frais. Donc, ces frais-là, ils doivent être intégrés à un moment donné. Il faut que le consommateur il ait le prix qu'il va effectivement payer. Et la réglementation prévoit même le cas où ce n'est pas forcément aisé de donner un prix. Donc là, l'opérateur il est tenu de donner le mode de calcul. Hein, c'est par exemple, je sais pas, des choses volumineuses. Eh ben, le prix va dépendre du poids ou du volume et des choses comme ça. Donc là, il faut que le consommateur il puisse par lui-même se faire une idée du prix qu'il va payer. Ouais, voilà, exactement. Effectivement, bah, les caractères essentiels du produit ou de la prestation. Donc là, je fais une petite digression sur la notion d'occasion qui se développe beaucoup, hein, le reconditionné, l'occasion, qui est un marché à forte croissance. Donc, pourquoi préciser que c'est un produit d'occasion? Bah, c'est une caractéristique essentielle. Pourquoi? Ben, effectivement, le consommateur il s'attend à un produit neuf de manière générale, donc c'est de l'occasion, il doit le savoir. Puis en plus de ça, ça a une incidence sur la garantie. Un produit d'occasion, il a une garantie que de 6 mois, et je déflore le sujet garantie, mais la garantie légale de conformité, c'est 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a une incidence importante aussi sur la garantie. Voilà, donc caractéristiques essentielles, elles peuvent être réglementaires, hein. Il y a plein de secteurs dans lesquels, je pense à l'alimentaire, mais pas que, la réglementation prévoit une dénomination légale, donc c'est celle qui doit figurer là. Il peut y avoir, parallèlement à ça, des choses très descriptives, mais en fait, c'est ce que dit Muriel, on ne peut pas avoir de surprise, quoi. Enfin, faut vraiment éviter que le consommateur soit surpris. Là, on est sur des textes différents qui tournent autour de fraude, pratiques commerciales trompeuses. Voilà l'identité du professionnel. Alors, c'est quoi le sens de ça? Vous l'aborderez peut-être tout à l'heure dans les mentions légales. Mais oui. L'idée, c'est que le consommateur puisse joindre le professionnel. Donc, le nom, l'adresse géographique, le téléphone et l'adresse électronique sont les mentions obligatoires. Il faut vraiment que le professionnel soit joignable. C'est vraiment le sens du texte. Les modalités de paiement. Alors, souvent, avec les copier-coller CGV, il y a aussi les copier-coller mode de paiement, PayPal et autres choses un peu plus alternatives. Et si ce n'est pas mis en place, effectivement, il faut pas les donner, hein. C'est pas parce que sur les autres sites, ils mettent 7 ou 8 modalités de paiement qu'il faut absolument le faire. C'est un acte de décision, un acte d'achat, un point important de décision du consommateur, c'est aussi les modalités de paiement. Donc, il faut que ce soit celle effectivement pratiquée et pas ce qu'on voit souvent, une ribambelle de modalités. Puis en fait, on peut faire que par chèque. Voilà. On l'a vu. On l'a vu aussi. Alors ce point-là est important, Ludovic, parce que nous, ce qu'on préconise aux entreprises dans le cadre des accompagnements qu'on leur fait sur les cahiers des charges de site internet, c'est vraiment un point qu'on aborde, c'est effectivement le paiement, quoi. Vraiment vérifier, puis s'interroger sur le paiement qui peut être, selon les cas, il y en a qui vont dire, ah ben non, moi je suis anti PayPal, mais quid du client, enfin voilà, donc c'est vraiment des points qui sont importants. Ouais. Exactement, c'est des éléments de décision dans l'acte d'achat, donc c'est pas neutre. Un point important, la date et le délai de livraison. Donc ça rejoint le propos sur les CGV. Souvent dans les CGV c'est très général, là c'est pas du tout ce qu'on attend. Le consommateur c'est aussi un élément de décision dans son acte d'achat, c'est de savoir quand est-ce qu'il va le recevoir. On l'a bien vu pendant le confinement, les gens avaient une patience très limitée. Très limitée. Donc, du coup on a eu des flots de plaintes et de mon point de vue pas forcément toujours justifié par rapport aux contraintes que les transporteurs avaient, mais passons. Donc là, le sujet date ou délai de livraison, c'est pas approximatif, c'est vraiment un engagement du professionnel sur ce point-là, et on le verra après. En cas de retard, il y a des pénalités qui peuvent être exigibles. Hein. C'est vraiment la date ou si on ne peut pas donner de date, un délai. Mais ce n'est pas estimatif, ce n'est pas 30 jours ou 15 jours ou 5, et en fait, c'est livré en 30. Il y a vraiment la double obligation d'indiquer la date et de livrer à cette date-là.
Et un point important aussi, c'est qu'en cas d'absence de date ou de délai, la livraison elle est réputée dans les 30 jours. Alors, pourquoi il y a cette disposition? Ben, c'est justement ce que je disais avant, c'est que le consommateur aura la possibilité d'annuler la vente s'il n'a pas été livré. Et comme pour annuler la vente, il faut un point de départ, effectivement, il y a cette disposition complémentaire qui a été ajoutée. Donc, par défaut, c'est 30 jours si ce n'est pas indiqué. Voilà. Ensuite, j'attaque les 3 dernières mentions, j'allais dire générales, qui sont les plus souvent absentes au travers des contrôles qu'on mène. Donc, je prends un petit peu de temps pour en parler. Garantie légale de conformité. Et les garanties légales, de manière générale, doivent être indiquées parmi les informations précontractuelles. Donc, il y a 3 types de garanties. Il y a la garantie légale de conformité, qui couvre le produit ou la prestation, ainsi que tout ce qui va autour, la qualité de la prestation, l'installation, l'emballage, la notice. Et ça, c'est une garantie légale, donc elle est de droit commun, il n'y a pas d'exception. Et elle est de 2 ans. À côté de ça, il y a la garantie légale des vices cachés, qui est un dispositif, cette fois code civil, qui est de 2 ans aussi, mais 2 ans à compter de l'apparition du vice. C'est-à-dire que ça, à la différence de la garantie légale de conformité qui démarre au début du contrat, là, une garantie légale, elle peut être engagée 10 ans après. Bon, il faudra le prouver après au civil, évidemment, mais c'est quand même une nuance importante. Et le 3e type de garantie, c'est les garanties facultatives, donc qui ne sont pas imposées, une garantie commerciale. Donc, on connaît tous les garanties voitures, etc. Donc ça, c'est des dispositions qui peuvent être proposées par un vendeur, mais elles ne sont pas réglementées. Donc là, il faut de la même manière que l'information soit loyale et qu'on puisse distinguer vraiment le contour de la garantie commerciale. Donc voilà sur garantie. Donc 3 types de garanties, la garantie légale de conformité, la garantie légale civile vice caché, plus éventuellement une garantie commerciale. Donc tout ça, ça doit être indiqué parmi les informations précontractuelles. La deuxième mention absente, malheureusement de manière régulière, sur les sites internet qu'on contrôle, c'est les coordonnées du médiateur. Ouais. Depuis 2016, tout vendeur, donc on ne parle pas de vente à distance, c'est tout vendeur, doit adhérer à un système de médiation. Donc, je vous l'ai mis sur le PowerPoint, il y a 91 médiateurs qui sont agréés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Donc ça, c'est une obligation pour tout vendeur de proposer un système alternatif à l'arrangement amiable ou à la saisine de juridiction en cas de litige ou de réclamation. Donc ça doit figurer sur tous les sites. Donc tous les opérateurs doivent adhérer à un médiateur. Là, il n'y a pas d'exception non plus. Le sujet, c'est que ça peut coûter cher selon les dispositifs, mais il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont proposés par certains médiateurs qui sont au dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de somme régulière à engager. Ce sera en fonction des réclamations. Et si effectivement il y a un arrangement amiable qui peut se faire, il n'y a pas forcément besoin de saisir le médiateur. Mais en tout état de cause, il doit y avoir l'information sur le médiateur auquel le professionnel a adhéré. Donc ça, c'est souvent absent. Donc, j'attire l'attention des artisans sur ce sujet. Médiation, ce n'est pas optionnel. Et ça doit figurer aussi sur les sites d'information. Parce que c'est une information qui doit figurer. Si un vendeur a un site d'information, mais qui fait quand même du commerce derrière, il doit adhérer de la même manière au dispositif de médiation de la consommation. Donc, sur son site d'info, il ne vend pas, mais par contre, il doit quand même renseigner le consommateur sur l'identité et les modalités de saisine du médiateur auquel il a adhéré. Et le 3e point là, que j'ai omis dans la présentation, c'est Blocktel. Blocktel, c'est quoi? C'est le dispositif qui est censé limiter le démarchage téléphonique. Et donc, dès l'instant où il y a une collecte d'informations de coordonnées de consommateurs, le professionnel vendeur doit lui rappeler qu'il existe un dispositif d'opposition au démarchage à domicile, au démarchage téléphonique. Pardon. Et ça, c'est une obligation, pareil, qui est pas souvent présente dans les sites. Donc,
Donc, attention sur ce sujet. Donc, vous nous confirmez que Blocktel fonctionne toujours et toujours fonctionne. Oui, alors. On entend effectivement les entreprises nous dire non, ça ne marche plus. Méchante, toi, alors. Non, mais c'est les questions qu'on a. Bien sûr, c'est ce qu'on entend, ouais. Blocktel, alors on fait une petite parenthèse. Il y a un dispositif légal qui est venu renforcer en fait les sanctions qu'on avait et les modalités de contrôle qu'on avait, parce que la problématique de Blocktel, c'est principalement, et là c'est plutôt les artisans côté bâtiment qui sont en première ligne, c'est du démarchage qui est fait en dehors de France. Mais le dispositif légal actuel, donc, qui est de juillet, prohibe en fait définitivement le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation. Ça, c'est le premier point. Deux, nous permet de responsabiliser pénalement, entre guillemets, le donneur d'ordre, parce que si le démarchage il peut être fait en dehors de l'Hexagone, c'est pour une entreprise française ou pour un donneur d'ordre français. Donc, la responsabilité, en fait, maintenant, elle est désormais très claire, c'est ce donneur d'ordre qui est responsable. Et le troisième sujet, donc les peines ont été vraiment multipliées par 10. Donc là, ça commence à être dissuasif. On commence à avoir une action, j'allais dire, tangible. Et le troisième sujet, c'est que il y a encore des discussions législatives, en tout cas parlementaires, pour essayer de borner aussi les horaires de démarchage, que ce soit plus à 8 heures le soir, etc. Voilà. Et pour la petite histoire, la société, puisque c'est une délégation de service public, la société qui s'appelle Oppostel, qui était en charge de la mise en œuvre de la liste de Blocktel, a cédé le marché. Donc là, c'est une nouvelle entreprise, mais Blocktel, pour le coup, ça change rien pour le consommateur ou l'opérateur, quel qu'il soit. Dès l'instant où il y a du démarchage, l'opérateur qui fait le démarchage doit payer la liste Blocktel pour expurger de ces appels tous les gens qui ne veulent pas être démarchés. Et inversement, le consommateur peut s'inscrire sur cette liste pour ne pas subir de démarchage téléphonique et porter des réclamations directement sur le portail. Et nous, derrière, on les récupère. Donc voilà, Blocktel, ça a amené à prendre, on va dire, du corps. Ludovic, on a une question qui revient sur les dates de livraison de Léa qui nous dit, est-ce qu'on doit, c'est juste pour récapituler ce que tu disais tout à l'heure sur les délais, est-ce qu'on doit obligatoirement marquer une date exacte de livraison lors du passage de la commande ou bien marquer par exemple 5 jours dès validation de la commande? Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est une date ou un délai. Mais dans les deux cas, c'est un engagement. Donc, soit on a une garantie par le transporteur d'une date, et potentiellement, ça doit coûter plus cher, j'imagine. Soit on a un délai qui est garanti par le transporteur. Mais dans les deux cas, c'est un engagement. Donc, il faut vraiment qu'on respecte au mieux cet engagement. Ouais. OK. Voilà. On abordera tout à l'heure l'aspect livraison dans le détail, mais il y a une autre question sur les garanties, là, j'ai eu. Oui, alors attends. Donc, si j'ai bien compris, donc c'est Aline qui pose cette question. La conformité des vis cachés, on choisit une durée de garantie, il n'y a pas de loi. Alors, la garantie des vis cachés, en fait, elle est là pour dédommager le consommateur d'un vice qui n'est pas apparent tout de suite. Donc, du coup, effectivement, elle n'a pas forcément de bornage. Le délai de 2 ans pour faire fonctionner la garantie, c'est à compter de l'apparition du vice en lui-même. Moi, je ne sais pas, on peut prendre par exemple une voiture. Si au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'en fait, dans la conception de la voiture, il y a eu un problème qui a mis 5 ans à se révéler, et ben là on pourrait faire valoir la garantie des vices cachés. Alors que la garantie légale de conformité, elle démarre au moment de l'achat et elle s'arrête 2 ans après, pile. Ok. Alors là, pour le coup, typiquement, je connais Aline qui fait plutôt des bijoux, des choses comme ça, et c'est aussi le cas, j'imagine, de pas mal des artisans qui sont là ce matin. Quand on est sur des petits objets, quid de la garantie, quoi. Donc la garantie légale de conformité, elle va s'appliquer, on va dire, à la qualité du produit. La garantie légale des vices cachés, c'est vraiment un problème structurel. Après, c'est une démonstration à faire au niveau du civil, c'est-à-dire que dans le cas qui est évoqué de bijoux de petite taille, des choses comme ça, il faudra quand même que le consommateur
fasse la démonstration que c'est vraiment un problème de conception ou de matériaux par rapport aux caractéristiques essentielles du produit qui ont été annoncées pour avoir gain de cause et être dédommagé, quoi. Ouais. Donc, c'est pas, je veux dire, une épée de Damoclès non plus au-dessus de la tête des artisans. Il faut quand même aller dans une démonstration, et au civil, ça incombe aux consommateurs de faire cette preuve-là. Ok. Donc voilà, c'est un filet de sécurité, mais il faut pas voir ça comme une épée de Damoclès. Parfait. Alors, la contractualisation, ça se passe comment? Oui, alors là, on a vu la partie information précontractuelle qui est un peu lourde, je le concède, mais c'est le dispositif réglementaire qui l'impose. Donc là, cette fois, le consommateur fait acte d'achat, et la contractualisation, ça se passe comment? Eh bien, il y a 3 points. Donc, le premier, c'est le formalisme. Il faut qu'il y ait une communication des informations précontractuelles qu'on a vues sur support durable, accompagnée du formulaire de rétractation. Donc ça, c'est la forme obligatoire. On verra après, il y a des sanctions si c'est pas fait dans ces formes-là. Donc la communication sur support durable, les infos sur support durable, c'est le site internet en fait. Ça suffit. Et il doit être accompagné effectivement d'un formulaire de rétractation. On abordera un peu le détail de ça tout à l'heure. Ça, c'est pour la condition de forme. Pour la condition de formation du contrat lui-même, il faut qu'il y ait un rappel des caractéristiques essentielles du prix et des modalités de paiement. Donc ça, c'est le panier. C'est pour ça que avant de passer commande, on a toujours un rappel de toutes les informations importantes et que je viens de citer. Et c'est typiquement le panier avant de valider. Et là, le législateur a voulu vraiment marquer la formation du contrat par l'obligation de la mention commande avec obligation de paiement. Alors c'est vrai qu'avant, on ne savait jamais trop si à un moment donné, on n'avait pas commandé sans le savoir. Donc, cette disposition, elle vient pour répondre à ce flou qu'il y avait un petit peu autour de ça. Donc maintenant, il doit y avoir une commande ou une indication commande avec obligation de paiement. Ça permet à la fois de sécuriser le consommateur, puis aussi de l'engager. Il y a les 2 versants. Et si toutes ces conditions sont réunies, le contrat est parfait, au niveau civil, c'est le terme qui est dédié. Et donc, la responsabilité du vendeur, pas que, mais la responsabilité du vendeur est de plein droit. C'est-à-dire qu'il est complètement engagé, sauf dans les cas, on va dire, extrêmes, où le consommateur a mal utilisé le produit, a mis l'artisan prestataire dans des mauvaises conditions, ou a donné une mauvaise adresse de livraison, ou que sais-je. Donc là, c'est la faute du consommateur. Donc là, le professionnel, lui, il est dégagé de toute responsabilité. Il peut annuler le contrat. Le deuxième fait, c'est, on l'a tous un peu vécu avec Covid, fait imprévisible, insurmontable d'un tiers. Donc là, je ne sais pas, du jour au lendemain, les transporteurs sont bloqués à quai. Voilà, quoi. Donc là, le vendeur peut pas être, le prestataire ne peut pas être tenu responsable. Et de la même manière, les cas de force majeure, quoi. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas porter malheur, mais si un artisan ne peut pas se rendre sur un chantier pour une cause qui lui échappe, on ne peut pas être tenu responsable forcément du délai de livraison du chantier, quoi. La contractualisation, c'est également la petite case à cocher qu'on a à la fin de l'acte de vente où j'accepte les conditions générales de vente avant de commander, c'est ça? C'est ça. Ça permet en fait de valider que l'information a été fournie. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Ça permet de répondre à cette obligation de donner vraiment toutes les informations avant de contractualiser. Donc effectivement, c'est un raccourci qui peut être fait souvent. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions qui se font. Je ne les lis pas. J'arrive pas à faire. C'est toujours les mêmes. Je ne vais pas répondre, David, parce que je suis loin de mon clavier. Alors, pour les garanties en termes de vêtements, on va l'aborder tout à l'heure dans les exceptions à la rétractation. Garantie. J'aide les organismes de formation à se préparer à passer un audit de qualité. Ma garantie est la compréhension. Alors, oui, je crois percevoir le fond de la question, c'est de dire comment ça se passe quand c'est une obligation de moyens. C'est peut-être ça, non? Effectivement, l'obligation qui incombe à un prestataire de service, quel qu'il soit, c'est de faire la prestation avec une obligation de résultat.
Sauf que dans certains secteurs, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire donner toutes les… comment on dit par rapport aux professions libérales, il y a un terme choisi, mais en fait, c'est donner tous les moyens dont ils disposent pour exécuter le contrat, quoi. Donc, la garantie, à mon avis, c'est plus l'obligation de résultat là, que la garantie. Ouais. Puis on est toujours, attention quand même, on est tout le temps sur de la vente à distance, hein. C'est quand même le sujet. Il ne faut pas perdre de vue, pas s'éloigner un petit peu trop de cette colonne vertébrale qu'on essaie de maintenir. Ouais, parce que c'est dense et du coup, si on s'écarte trop, on va perdre un peu le fil. Donc là, le sujet, c'est la livraison. Donc voilà, après l'achat, comment ça se passe quand arrive la livraison? Est-ce qu'on est toujours en phase de responsabilité? Voilà. Alors, le sujet livraison, il est très important dans la vente à distance, hein, pas de fait. Donc là, on a fait le bloc information précontractuelle, on a fait le bloc formation du contrat lui-même. Donc maintenant, le produit, ou la prestation, elle est livrée. Alors, il y a pas mal de dispositions à connaître. La première, je l'ai déjà évoquée, donc je vais aller assez vite. En cas de retard de livraison, en fait, le vendeur ou le prestataire, il est en pleine responsabilité. Donc, le contrat peut être annulé par le consommateur après une injonction avec une nouvelle date de livraison donnée par le consommateur. Et s'il n'est toujours pas livré, non seulement il peut annuler le contrat, mais aussi il peut demander l'exécution de pénalités civiles en cas de retard. Donc, les pénalités, elles sont proportionnelles à la durée du retard, mais ça peut aller assez vite. Donc ça, c'est le premier point, retard de livraison qui stresse un peu tout le monde. On ne peut pas ni être engagé en termes de pénalité, ni être dans un sujet d'annulation de contrat tant que le consommateur n'a pas fait une injonction de nouvelle livraison. Donc il y a quand même, on va dire, une souplesse relative, mais une souplesse. Après, à partir de quand le consommateur devient responsable de la livraison et à partir de quand, de fait, le vendeur ne l'est plus, c'est ce qu'on appelle le transfert de risque. Donc, souvent, dans les CGV copier-coller, on voit que dès l'instant où la commande est validée au niveau du vendeur, il n'est plus responsable de rien. Alors, ce n'est pas du tout le sens de la réglementation, c'est totalement l'inverse même. Le consommateur ne devient responsable de la livraison qu'à partir du moment où il en prend physiquement possession. Donc, on voit bien que tout l'aspect livraison, c'est une relation qu'il y a entre un vendeur et un transporteur, mais le consommateur, lui, ce n'est pas son problème. C'est vraiment comme ça que c'est pensé. C'est-à-dire que la responsabilité du consommateur, elle ne démarre qu'au moment où il en prend effectivement possession. Le transfert de risque, ouais. Exactement. C'est possession du colis ou c'est possession de l'objet à l'intérieur du colis? Non, c'est le colis. Ouais, c'est colis, puisque ça me fait une très bonne transition. Merci pour la suite. C'est-à-dire que si le colis a subi des avaries ou est perdu, comment ça se passe? Alors là, c'est un sujet qui est compliqué. C'est pour ça que je l'ai vraiment libellé en toutes lettres pour que vraiment les artisans remettent ça quasi tel quel dans leurs informations précontractuelles. Donc, de manière générale, le consommateur, il a 3 jours pour, on va dire, faire valoir le fait que la livraison s'est mal passée et que le produit est détérioré. Et ces 3 jours, c'est si il y a une preuve que le transporteur a bien remis le produit au consommateur. Et ça, c'est un sujet important parce que souvent, dans les modes de livraison, on va dire, on entend souvent parler du coût du dernier kilomètre. Souvent, ils les mettent dans les boîtes aux lettres et choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de preuve, le délai il est porté à 10 jours. Donc ça, c'est important quand même de signifier cette information-là dans les informations précontractuelles aux consommateurs, parce que ça évite pas mal de litiges, quoi. Vraiment, ça évite pas mal de litiges sur ce sujet-là, qui est un sujet épineux, hein. La livraison, on l'a vu avec Covid, il y a une exigence assez importante des consommateurs là-dessus. Et non seulement l'engagement il doit être tenu par le professionnel, mais qui délègue cette responsabilité au transporteur. Donc c'est à l'artisan, au professionnel, qui doit voir auprès du transporteur si effectivement va apporter la preuve qu'il a… C'est ça. En amont, en fait, dans les négociations qu'il y a avec le transporteur, on va négocier une qualité de service et du coup un délai. Mais derrière ça, il faut aussi être attentif sur le fait qu'à un moment donné, il doit y avoir la preuve que ça a bien été. Parce que alors là, on est dans des litiges sans fin où on avait des spécialistes, on a réussi à identifier le sujet, mais on avait des spécialistes qui commandaient toujours aux mêmes opérateurs qui n'étaient pas suffisamment diligents sur ce point.
donc qui récupéraient les colis puis qui disaient non, moi je ne l'ai jamais eu, faut me rembourser, je me rétracte. Donc là, il y a vraiment un sujet aussi de protection du vendeur ou du prestataire sur ce sujet-là. Donc la formation, là, ce serait bien de la mettre dans les informations précontractuelles. Ça assainit pas mal de litiges, quoi. Ouais. Ludovic, une petite demande de précision sur le délai de 10 jours. Il est à quelle date nous pose Léa? 10 jours, c'est à la date où ça démarre à la date de livraison. D'accord. Ouais. Alors, soit estimé, soit véritable. C'est-à-dire qu'on peut avoir le colis, il peut être complètement cassé, mais il n'y a rien qui prouve qu'on nous l'a donné, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. On trouve ça dans la boîte aux lettres, mais on n'a pas de reçu, on n'a pas de. Voilà. Et ça, c'est vraiment un acte, un sujet vraiment important pour décider. On voit que le prix était on va dire, un critère ultra important et qui était vraiment au-dessus des autres. Maintenant, il y a le prix et la livraison. La livraison devient vraiment un sujet de décision dans l'acte d'achat. OK. Alors, un sujet important, le fameux droit de rétractation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui touche aussi nos artisans parce qu'ils se posent beaucoup de questions, notamment, je pense que c'est abordé après, notamment, et c'est ce qu'on avait évoqué quand on s'était vu, c'est notamment sur cette histoire de produit qui est fait sur mesure ou personnalisé. Donc ça, on a eu un échange hyper intéressant là-dessus. Ce serait bien qu'on en reparle au moment de la rétractation, là, justement. Ouais. Donc, de manière générale, donc avant d'aborder effectivement des sujets plus particuliers, les exceptions, de manière générale, la rétractation, c'est le pendant en fait de la vente à distance. C'est un droit absolu. Il est signifié dans un article de loi et c'est absolu, ça veut dire que c'est opposable à tous, quoi, hein, ça s'applique à tous. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, mais c'est un droit absolu. Donc ça, c'est vraiment faut voir ça comme l'équilibre qu'il y a entre le fait que on ne voit pas le produit, on ne voit pas le vendeur, et de l'autre côté, on a la possibilité de se rétracter. Alors, sur la forme, effectivement, la réglementation, donc c'est le slide d'après, mais sur la forme, il faut vraiment qu'il y ait un formulaire de rétractation. Donc, il y en a un qui est disponible et qui est proposé dans la partie réglementaire. J'ai mis la référence. Alors, il n'est pas obligatoire dans sa forme. Par contre, les informations, là, elles doivent vraiment être données. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le formulaire type, mais par contre, les informations, là, elles doivent être données. Et souvent, ce qu'on voit dans la vente à distance, c'est que la rétractation, elle peut se faire en ligne. Il faut savoir que la rétractation, il y a droit et obligation des deux parties à chaque fois. Donc, s'il y a une proposition ou, on va dire, une modalité technique qui permet au vendeur sur son site de permettre au consommateur de se rétracter, il faut qu'une fois qu'il s'est rétracté, le vendeur en accuse réception. Donc ça, c'est important parce que il n'y a pas de modalité fixée, il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire qu'on peut faire comme on veut. On peut proposer, ou un consommateur peut envoyer un bout de papier. Et à un moment donné, ce sera à lui de prouver, en cas de litige, qu'il s'est bien rétracté et à quelle date. Donc c'est pour ça que la modalité dématérialisée, elle est intéressante. Mais le pendant, c'est qu'il faut vraiment bien accuser réception. Et c'est aussi un élément protecteur après pour le vendeur. On va voir après, il y a des incidences à partir de ce délai. Comme je disais, le droit de rétractation a un caractère absolu, c'est-à-dire que le vendeur ne peut pas exiger de motivation. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que le vendeur, il veut savoir pourquoi les gens se rétractent, c'est aussi dans sa logique commerciale, on peut comprendre, et ce n'est pas une obligation. Et il ne faut pas le présenter comme une condition à la rétractation. Vraiment, c'est un droit absolu qui ne souffre aucune exception, et du coup, il n'y a pas de motivation à donner. Alors après, on peut être dans une logique de fidélisation, d'affiner un petit peu ses critères. De perfectionnement, d'amélioration. Amélioration continue, etc. Mais il faut vraiment que ce ne soit pas présenté comme une condition à la rétractation. Il faut faire attention sur ce point. Et le point aussi important, c'est le point financier. Donc, la rétractation ne peut pas engendrer de coûts au niveau du consommateur. Si par exemple, moi je ne sais pas, le vendeur ou le prestataire exige une lettre recommandée avec accusé-réception, avec un affranchissement particulier, ça, ce n'est pas possible. Il peut y avoir de coûts particuliers autres que celui du coût de renvoi des produits eux-mêmes. Donc là, c'est très clair, on ne peut pas aller au-delà des coûts de renvoi. Parfait. Ça, c'est conditions de forme et vraiment insister sur
la modalité, elle doit toujours être attachée à un accusé-réception. Enfin, on doit savoir, dans les deux cas, au niveau du consommateur, au niveau du vendeur ou du prestataire, à quelle date le consommateur s'est rétracté. Mais tu me confirmes bien que la rétractation, elle doit être formalisée par le client. Le client qui renverrait, par exemple, je sais pas moi, le produit comme ça, sans petits mots, sans rien du tout, ça marche pas, on est d'accord. Elle doit être formalisée, ouais. C'est pour ça qu'il y a un formulaire qui est prévu dans la partie réglementaire du code. Après, c'est une question de preuve, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. On peut recevoir le truc, mais à partir de quand, qui, quoi. Du coup, le consommateur n'est pas en possibilité de dire moi, je me suis rétracté parce que j'ai envoyé à telle date. Donc là, on est sur un sujet qui est potentiellement litigieux. Ouais. Ce formulaire-là, ça peut être un document qui est envoyé en même temps que la confirmation de commande ou il doit être disponible dans les informations précontractuelles. Et effectivement, ce serait bien qu'on y accède assez facilement. Par exemple, le fait de cacher, pas sciemment, mais un formulaire dans un onglet où ce n'est pas du tout logique d'arriver là pour se rétracter, on pourrait considérer, enfin en tout cas sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, on pourrait considérer qu'il n'y est pas. Il n'est pas accessible. On est toujours dans cette idée de fournir les informations. Qu'elles soient claires. Ouais. On a une petite question. Les coûts directs de renvoi, oui, sont à la charge du client. Ouais. OK. Il y a quelques… Voilà, là, sur ce sujet, je ne suis pas allé dans le détail, mais il y a quelques produits qui peuvent être un peu chers à transporter, des produits volumineux ou des produits chers, avec des assurances particulières. Donc, le coût, il est celui du transporteur. Le coût, il est celui supporté par le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur ne peut pas dire, comme c'est un produit cher, il faudrait me le renvoyer à tel tarif chez tel opérateur, etc. Là, on ne peut pas aller au-delà. Hein. C'est vraiment le coût qui est comparable à celui d'envoi. Ouais, OK. Voilà. Alors, les obligations du consommateur. Alors, je ne sais plus où on en est dans nos questions, Muriel. Je ne sais plus si c'est à toi ou à moi. Allez, vas-y, c'est parti. Les obligations du consommateur concernant la rétractation, donc on en a déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé, sauf que là, il y a une nuance qui est importante à saisir, c'est qu'effectivement, le consommateur a 14 jours pour se rétracter à compter de la livraison ou à compter de la livraison de la prestation elle-même. On est sur un sujet de prestation de service. Les 14 jours-là, l'obligation du consommateur, c'est qu'il a encore 14 jours pour renvoyer le produit. Donc, imaginons qu'il se rétracte au 14e jour suivant la réception du produit. Il se rétracte dans les formes et là, il a encore 14 jours pour renvoyer le produit. C'est-à-dire que potentiellement, il a 28 jours pour le renvoyer et pas 14. Alors, souvent, il y a un raccourci qui est fait en disant « Ouais, non, mais j'ai que 14 jours ». Non, il y a 14 jours pour se rétracter et ensuite, à partir de la rétractation, 14 jours pour renvoyer. Donc ça, c'est important aussi à dire aux artisans, c'est que si ça n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas forcément illégal. Oui. Ouais. Il faut vraiment avoir ce délai de 28 jours en tête. Et après, il y a il y a deux sujets importants par rapport au renvoi. Il y a la dépréciation, parce qu'effectivement, la question tout à l'heure, c'était moi, je vends des vêtements, est-ce que je suis… comment je récupère le produit, quelle exigence je peux avoir par rapport au consommateur. Alors, l'idée des 14 jours, c'est vraiment de faire le pendant de la vente à distance, mais par contre, le produit, on est sur la même logique qu'en magasin. Donc, si, imaginons, on est sur le sujet de tout à l'heure, le cas d'espèce des vêtements, qu'est-ce qu'un magasin permet au consommateur qui vient dans le magasin pour l'essayer, etc. Il ne retire pas l'étiquette, etc. Donc là, toutes les exigences qui sont comparables à celles qu'on peut avoir en magasin physique sont entendables et sont parfaitement légales, quoi. Donc on est d'accord, si je viens à une soirée, je peux commander un article, je porte à la soirée et me rétracter. Alors ça se fait, et après il y a des logiques commerciales qui sont derrière, mais en théorie, non. Et puis en plus, ça se voit parce qu'il y a l'étiquette qui dépasse. Là, je prends un petit temps aussi pour parler des prestations de services par rapport à la question de tout à l'heure. Oui. Comment ça se passe la rétractation pour les prestataires de services? C'est un peu plus compliqué effectivement pour les produits. Alors j'ai déjà un petit peu abordé le sujet, donc je vais aller quand même vite. Effectivement, pour un prestataire, en théorie, il faudrait qu'il attende 14 jours pour être sûr de pouvoir faire la prestation.
parce que potentiellement, le consommateur peut se rétracter dans ce délai. Alors, il y a des sujets, et c'est remonté au niveau européen, donc ça a été pris en compte dans la réglementation, où le consommateur, lui, ne veut pas attendre, il veut la prestation tout de suite. Et donc, du coup, dans ce cas-là, l'opérateur doit recueillir expressément, donc là, c'est pas, ça doit être formalisé, hein, c'est pas oral, l'accord de pouvoir démarrer la prestation avant l'expiration du délai de 14 jours. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rétractation possible. Le droit de rétractation étant absolu, il y a quand même toujours ce droit. Et donc, du coup, comment ça se passe? La prestation a démarré, mais on va dire le client se rétracte au bout de 5 jours, alors que la prestation a déjà démarré. Et bien là, le client, il est redevable du prorata des travaux qui ont été faits. Donc, charge fixe plus charge variable. C'est compliqué, je le concède, pour les prestataires, parce que souvent, ils ont la pression des consommateurs, ils veulent tout de suite, mais ils ont quand même cette possibilité de se rétracter et cette possibilité légale de se rétracter. Donc, du coup, ils n'en sont pas pour leurs frais complètement. Ils sont indemnisés à hauteur du prorata des travaux. Donc, si les travaux sont finis, tout est exigible. Si les travaux sont à 50%, en théorie, on devrait demander. 50%. Voilà, exactement. Donc, c'est important de détailler ça. Je ne l'avais pas mis dans le PowerPoint, mais effectivement, pour les prestations, ça peut être intéressant de connaître ce dispositif. Toujours sur la rétractation, le vendeur, donc, quelles sont aussi ses obligations? On en a déjà un petit peu parlé, on va aborder. Il y a encore un délai de 14 jours, Muriel. Donc, c'est le 3e délai de 14 jours, j'insiste. Donc, 14 jours pour se rétracter, 14 jours pour renvoyer le produit. Et à réception, et après contrôle qualité, on ne revient pas sur le sujet de dépréciation des biens, on va le réaborder tout à l'heure de toute manière. Le vendeur a de nouveau 14 jours pour rembourser le consommateur de la totalité des frais engagés, hormis effectivement les frais de livraison. On ne revient pas là-dessus. Donc, il y a un délai pour rembourser. Et ce délai, s'il est dépassé, il y a des pénalités de retard qui sont exigibles par le consommateur. C'est ce que je vous ai un petit peu raconté tout à l'heure. Elles sont croissantes avec l'augmentation du retard. Donc là, vraiment, le législateur a voulu baliser le remboursement. Le remboursement, c'est 14 jours maxi après la réception du bien. Tout retard fait droit à des pénalités. Et la modalité de paiement, le remboursement, il doit se faire dans les mêmes modalités que le paiement du consommateur. Obligatoirement? Obligatoirement. Oui, obligatoirement dans ce cas-là. On passe à la suite. On l'a déjà abordé un petit peu. Droit de rétractation dans tous les cas, mais il me semble qu'il y a un petit peu d'exception. Oui, alors évidemment, il y a une multitude de produits et de services qui peuvent être vendus à distance, donc forcément, ça ouvre droit à des exceptions. Donc, le droit de rétractation, il est limité dans 13 exceptions. Alors, je peux les prendre rapidement tous, mais je pense que tous ne va pas les concerner. Ouais. Par exemple, tout ce qui est téléchargement musique, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a téléchargé, on ne va pas se rétracter, ce n'est pas possible. Il y a pas mal de biens ou de services qui dépendent de fluctuations de marché, notamment, on parlait tout à l'heure de bijoux, l'or. C'est parfois difficile de s'engager sur un prix, puisque c'est fluctuable. Et une fois qu'on a fixé le prix, c'est un peu difficile compte tenu de la fluctuation des marchés, de se dire peut-être que dans 14 jours, le marché s'étant écroulé, j'ai payé 3 fois trop cher, puis je suis avec un produit qui ne vaut plus rien. Et c'est un peu un sujet connexe avec le bien personnalisé dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Là, je fais un… Là, on a plus de cas, peut-être. Oui. Alors ça, c'est des sujets qui sont allés assez loin au niveau de la Cour de justice européenne. Et il faut bien comprendre que l'interprétation, elle est très stricte sur ce sujet-là. Le bien, il doit vraiment être… le bien personnalisé qui ouvre droit à l'exception du droit de rétractation, il doit vraiment être personnalisé. C'est-à-dire que, par exemple, des sur-mesures, oui. Un bijou qui a été fait avec des couleurs particulières à la demande d'un consommateur, non. Parce que non seulement le bijou il peut être démonté et reformaté, ou alors il peut être vendu en l'état à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que, le côté strict de la chose, pour le comprendre, il faut vraiment se dire, par exemple, un vêtement taillé sur mesure, on ne va pas pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre.
C'est vraiment ça la frontière. Donc, ce n'est pas souvent celle que les opérateurs nous remontent. Ils se disent, ah ben, moi, j'ai changé l'aiguille de la montre, j'ai changé. Bah ouais, mais ça, c'est… Oui, parce que je me souviens de cet exemple qui était hyper pertinent quand on avait préparé le webinaire, où on avait effectivement des entreprises qui alors de bonne foi, hein, de toute façon, on commence à dire, bah, tiens, on fait du personnalisé. Effectivement, tu me disais qu'une montre quand bien même le cadran de la montre serait marqué à Gertrude pour la vie, le Gertrude, on peut complètement l'enlever et puis ça revient dans le schéma classique. C'est ça. C'est vraiment une interprétation stricte. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais… je pense que… Alors, si on avait une question, mais elle est abordée après, on avait une question sur la vente de bière à distance, sur des bières artisanales qui sont collectées en click and collect. Est-ce que ça rentre dans le droit de rétractation, dans le droit de rétractation? Non, c'est de la vente à distance classique de produits alimentaires. La seule exception, c'est pour les boissons alcoolisées, c'est les grands crus. Comme c'est le même sujet que l'or, comme il y a vraiment des fluctuations énormes de marché, le fait de renvoyer un produit qui a subi une fluctuation de marché peut causer un préjudice économique trop important à l'opérateur. Donc là, il n'y a pas de rétractation possible. Mais pour des bières artisanales, là, on n'est pas sur ce sujet-là. Sauf à ce que je me trompe, il n'y a encore pas de marché aussi fluctuant sur la bière, même s'il y a un engouement important et je salue et ces créations d'entreprises sur ce secteur-là, mais je ne crois pas qu'on puisse rentrer là-dedans. Donc, la transition est faite pour la partie alimentaire, parce qu'il y a pas mal d'artisans métiers de bouche qui sont un peu lancés là-dedans, click and collect et compagnie. Il n'y a pas de rétractation. Alors, je ne reviens pas sur le sujet réservation, là où il faut vraiment que l'opérateur soit au clair sur l'engagement ou pas du consommateur. Hein. Si c'est simplement prendre une commande et puis que le consommateur, quand il vient récupérer la commande, il dit bah, finalement, rajoutez-moi du poulet ou finalement je ne la prends pas, là on est sur une réservation. Donc là on n'est pas dans le sujet là, on est vraiment dans l'engagement. L'exception au droit de rétractation, elle s'applique aux biens qui se détériorent, enfin aux denrées qui se détériorent rapidement. Et quand on dit rapidement, ça met au regard du délai de rétractation évidemment. Donc en fait c'est tous les produits à DLC pour faire court. Si vous achetez, moi je ne sais pas, de la viande, il n'y a pas de rétractation parce que et on n'est pas certain qu'elle soit conservée au frigo en plus. Donc voilà. On a une question de Marie aussi, et il y a une deuxième question sur la cosmétique. C'est je fabrique des savons. Est-ce que le parfum peut être une excuse de rétractation? Le parfum du savon ne me plaît pas. Alors, une exception, je pense qu'il faut entendre. Non. La liste d'exceptions là, ça ne me paraît pas. Est-ce que le consommateur peut dire ce parfum finalement il ne me plaît pas, je me rétracte et je renvoie le savon? Ah oui, il se rétracte, oui. Je pense que c'était ça la question. C'était à l'inverse, j'ai mal compris. Oui. Le consommateur a le droit de renvoyer le produit. Si le parfum… En fait, il y a pas. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de juste. Enfin, j'ai bien entendu ça de ce que disait Ludovic. Il n'y a pas de justification à faire sur la rétractation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où s'il manque la moitié du savon, non, on est d'accord. Là, on est sur le sujet de dépréciation du bien, mais qu'est-ce qu'elle accepterait dans un magasin physique? En fait, c'est ça le sujet. C'est quand on va acheter un savon, est-ce qu'on peut le sentir? Est-ce qu'on peut s'en mettre un petit peu? C'est où elle place le curseur. Et moi, je n'aurais pas de réponse absolue. C'est simplement qu'est-ce qu'elle accepte dans un magasin physique et puis on le transpose en vente à distance. D'autant plus que vous disiez tout à l'heure, le fait de justifier un motif n'est pas on n'a pas à justifier le motif, donc si l'odeur ne plaît pas, le client n'a pas de renvoyer, vraiment ça reste dans l'état qu'il l'a reçu. En fait, tout à fait. Et après, il y a juste le sujet de la dépréciation. Si on manque la moitié, effectivement, c'est difficile de le remettre en vente. S'il a essayé puis dans sa douche pendant une semaine et qu'il dit non, finalement ça ne me plaît pas, là ça ne marche pas. Ok. La question de la poupée personnalisée d'après une photo. Quelqu'un qui, c'est de la… Je pense que ça ne rentrera pas dans le cadre de l'exception. Puisqu'elle peut être revendue, sans problème. Après, il faudra trouver la personne qui a les mêmes goûts. Mais en soi, ce n'est pas personnalisé au sens où on l'entend là. On a répondu. On fera de toute façon en fin d'intervention de Ludovic, il y a un petit espace questions-réponses. On pourra refaire peut-être
synthèse Après, juste, il restait quelques exceptions, et notamment une dont on a parlé tout à l'heure, les biens décellés qui ne peuvent pas être envoyés pour des raisons d'hygiène, exemple les sous-vêtements, etc. Et là, il faut voir ça de manière un peu extensive, les masques chirurgicaux, des choses comme ça. Hein. Dès l'instant où il y a une question d'hygiène qui rentre, ou sécurité, on va dire sanitaire, là, il n'y a pas de rétractation possible. Ouais. Et de la même manière, vous achetez un soft, un logiciel. Dès l'instant où il est défilmé, vous pouvez le copier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, bah là, il n'y a pas de rétractation possible. Après, bon, c'est des cas qui, à mon avis, sont. On est loin de l'artisanat après. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, je vois une question, le savon a une DLC. Alors, le savon ne se mange pas, sauf parce que. Mais à mon avis, la soupe ne doit pas être très digeste. Non, les savons, ils ont une date limite d'utilisation qui, en fait, la garantie du fabricant sur la qualité du savon. Mais ça n'ouvre pas droit à plus rétractation. Donc. Ça ne se détériore pas rapidement, un savon. Parlons sanctions. Donc, en cas de donc là, ce n'est pas le propos du jour. C'est pas le propos du jour, mais c'est aussi la casquette concurrence que je porte. Pour dire qu'effectivement, toutes ces dispositions font l'objet de sanctions de nature différente et que mon travail aussi, c'est de sanctionner ceux qui ne travaillent pas bien au profit de ceux qui travaillent bien. Donc, voilà, j'ai mis quelques exemples. Il y a 3 types de sanctions qui sont ouvertes sur le sujet vente à distance. Il y a tout ce qui est pénal, donc pratique commerciale trompeuse. Donc, on annonce des allégations. On fait des promos permanentes. Une promo permanente, en soi, déjà en français, c'est compliqué. On fait des faux avis, les produits sont indisponibles, on ne renvoie pas de produits, on est sur des sujets pénaux. Ensuite, il y a des sanctions administratives. Donc là, c'est vraiment le service local qui va mettre la peine, alors que les sanctions pénales, c'est le procureur de la République qui est en charge. Donc des amendes. Et là, c'est vraiment tout ce qui est information précontractuelle. On l'a bien vu, c'est vraiment le socle intangible de l'engagement du consommateur et du vendeur ou du prestataire. Donc ça, il y a des sanctions qui sont attachées, notamment l'absence de formulaire de rétractation. Et on l'a abordé très récemment, les sanctions civiles en cas de pénalité de retard. Donc voilà, il y a des sanctions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a. OK. Alors, ce qui est intéressant, je tiens quand même à le souligner ici, c'est que en préparation quand on s'est rencontré avec Ludovic la première fois, ce qui nous a beaucoup plu, c'est de dire, Ludovic nous a dit, plutôt que de sanctionner, je préfère informer, et donc c'est pour ça qu'il a répondu à notre demande, et franchement, c'était super. C'est un discours qui nous a beaucoup plu, Muriel et moi, pour nos entreprises. Donc c'est un discours de concurrence, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut un service régalien pour rappeler la règle. Et l'idée, c'est quand même de favoriser et de mettre dans les meilleures conditions économiques les opérateurs en sanctionnant ceux qui ne jouent pas le jeu. Quoi. Donc, la démarche, c'est celle-là. Ouais. Top. Oui, et justement, par rapport à ça, la plupart des opérateurs, ils ne sont pas forcément informaticiens dans l'âme, ils n'ont pas forcément le temps non plus, et ça je peux le comprendre aussi. Donc du coup, on fait face à des démarchages très agressifs des opérateurs pour la création de sites. Donc je voulais juste prendre quelques minutes pour rappeler un peu on va dire des règles de précaution aux artisans sur ce sujet-là. Il y a des sujets très complexes où on est dans des situations compliquées après à se sortir. Donc la première des règles, c'est vraiment de tout lire, y compris ce qui est dans la dernière page, et de manière générale de faire jouer la concurrence. C'est comme ça qu'on se fait une idée du prix et de la qualité de la prestation. Si on n'a qu'un prestataire qui nous appelle au téléphone, ce qu'on appelle du démarchage one-shot, ça risque d'être une boucherie. Et derrière, il y a des choses contractuellement vicelées qui sont compliquées à sortir, et notamment le fait que le contrat est cédé par crédit bail, c'est-à-dire que le créateur de site, il va céder son contrat, il va le monétiser en gros à un organisme de crédit
ce qui fait que s'il fait faillite, ce qui est dans ce genre de secteur quand même le cas assez souvent, l'opérateur, donc l'artisan, va être engagé sur la durée du crédit, mais il n'en aura pas eu conscience au départ. Donc voilà, il y a des sujets qui sont quand même lourds de conséquences, donc soyez vraiment très précautionneux, lisez tout et faites jouer la concurrence un max pour voir, vraiment se figurer un petit peu les tenants, les aboutissants et la qualité des prestations qui vont être faites. Le sujet connexe, c'est le droit de la propriété intellectuelle, donc on en avait déjà un peu parlé ensemble. Effectivement, le visuel et tout ce qui est, on va dire, organisation du site appartient au créateur de site. Donc il faut que dans le contrat de prestation, il y a un moment donné une clause qui prévoit la cession de ça. Parce que sinon, et le nom de domaine, c'est pareil. Donc, il faut vraiment bien prévoir ces dispositions-là pour que si le prestataire fait faillite ou je ne sais quelle situation peut arriver, que l'artisan soit toujours propriétaire de son site et ne soit pas obligé de le fermer. On conseille souvent à l'artisan de le mettre dans le cahier des charges préalable à la création du site Internet, ce droit de propriété, ce transfert de droit de propriété. Ouais. Et de la même manière, on parlait de copier-coller de CGV, alors les copier-coller d'autres sites sont soumis de la même manière au droit de propriété intellectuelle. Donc, reprendre un visuel, ça peut être pratique et rapide, sauf que si l'opérateur en question, l'ayant droit, vous demande de dédommager intérêt et puis vous demande de le retirer, ça peut être compliqué à gérer, quoi. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on insiste beaucoup sur les entreprises. Et puis, une fois encore, on saurait trop inciter nos entreprises à revenir vers nous pour ça, sur ces points-là. C'est vrai que nous, c'est des choses qu'on fait. En fait, on accompagne les entreprises pour construire un cahier des charges, on en parlait tout à l'heure, et surtout, effectivement, envoyer ce même cahier des charges à plusieurs prestataires, histoire de faire quelque chose, un tableau concurrentiel et de pouvoir comparer vraiment les offres, de mettre ce qui est dedans. On est d'accord, Ludovic, si un artisan fait appel à un créateur de site Internet pour créer son site Internet et que ce prestataire lui fournit des conditions générales de vente, si elle ne respecte pas la volonté de l'artisan, il ne peut pas se retourner contre le prestataire informatique, le créateur du site Internet. C'est sa responsabilité à partir du moment où il est l'éditeur du site Internet. Après, effectivement, c'est le droit des contrats, quoi. C'est-à-dire que le contrat, il doit être suffisamment précis pour que les deux parties connaissent leurs obligations, mais c'est vraiment ça le sujet. Donc, c'est-à-dire que si le cas, c'est que le site ne correspond pas à la demande, il faut que le contrat le prévoie pour pouvoir exiger l'exécution du contrat tel qu'il est prévu, quoi. C'est vraiment un sujet de droit des contrats après. Et effectivement, entre opérateurs, il y aura sûrement des CGV dans ce cas-là. Et les CGV, il faut les potasser, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de faire un benchmark, comme en français, un comparatif, pour justement voir un petit peu du financement jusqu'à la qualité du site, qu'est-ce qui est proposé et puis quelles sont la portée des engagements, quoi. Ouais, effectivement, ça c'est un service qui pourrait être intéressant. Parce que je lis là, est-ce qu'il y a un contrat type que vous pourriez nous donner? Alors, nous, dans l'administration, on ne donne jamais de support comme ça, puisque c'est une obligation de moyens. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je n'ai pas de conseil à donner et encore moins de contrat à vendre. Nous, on ne fait que du contrôle, on ne fait pas de conseil. C'est le propos d'après, mais il y a un tas de sources d'informations et la présentation d'aujourd'hui en fait partie, mais on ne pourra pas donner de contrat type, non. C'est vraiment du ressort du domaine du conseil, du secteur privé, et nous, on ne va pas faire, étant direction de la concurrence, on ne va pas faire concurrence déloyale aux opérateurs de conseil du secteur privé, quoi. Donc, malheureusement, non. Hein, j'ai mis à la fin les sources qui sont disponibles de manière, on va dire, ouverte. Et ce que je viens de dire à propos des arnaques par rapport à la création de sites, ça sort de ce lien-là. Et effectivement, s'il y a vraiment un besoin de conseil juridique avancé, il faut se tourner vers une entreprise dont c'est le métier. Ouais. Ouais, on le dit aussi, nous, il y a un moment donné où il faut s'adresser aux bonnes personnes, et à un moment donné, c'est vrai que souvent c'est les juristes ou les avocats qui ont ces réponses-là, quoi. C'est ça. Alors, certes, ça a un coût, mais c'est une vraie protection quand on est face à un client, quand on a un problème dans une vente. Alors, on est hyper à la bourre, mais bon, je m'en doutais un peu, à vrai dire. C'est de ma faute. Non, mais pas de souci, au contraire, c'est bien.
On va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez encore des questions-réponses, c'est le moment de le faire. Donc, on verra de toute façon. Les questions-réponses sont de toute façon stockées, donc on pourra reprendre après contact avec vous si on a des choses. Donc voilà, si il vous reste des questions-réponses, des questions plutôt, n'hésitez pas. Et puis on va libérer Ludovic qui est attendu sur une assemblée générale. Si je me souviens. Ouais. Juste la dernière question. Je me suis fait démarcher, etc. C'est pour ça que j'ai fait une petite digression peut-être tout à l'heure par rapport au démarchage. Perdez pas de vue que si la société a moins de 5 salariés, vous êtes quand même protégé. Donc, on considère que vous êtes un consommateur, en fait. Et comme tout consommateur, on peut se faire arnaquer par un démarcheur, par un commercial qui est on va dire, performant. Mais vous avez quand même 14 jours pour vous rétracter si vous êtes engagé sur du démarchage à domicile. Ouais, donc Céline, il n'est pas trop tard. Il faut faire quelque chose. Vous êtes dans les délais. Mais souvent, effectivement, on le voit. Alors, malheureusement, souvent trop tard. Les entreprises viennent après nous voir en disant, bah voilà, je me suis fait démarcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais enfin voilà, il faut. Souvent les gens. Ludovic disait performant, je dirais plutôt agressif. Parce qu'à un moment oui, agressif, c'était le sens. Après, je fais une petite précision. Quand c'est un contrat mixte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un produit et une prestation qui est vendue. Je prends l'exemple, par exemple, je ne sais pas moi, dans la téléphonie, on a du démarchage un peu agressif chez les artisans, enfin chez les opérateurs économiques d'une manière générale. Donc là, on fournit à la fois du matériel et la prestation de câblage, etc. Donc le délai de rétractation de 14 jours en démarchage à domicile, moins de 5 salariés, il démarre à compter de l'installation. C'est-à-dire que si vous êtes fait démarcher mais que ça n'a pas encore été installé, vous êtes toujours en droit de vous rétracter. C'est une précision qui peut être importante parce que c'est souvent des contrats mixtes. Donc le contrat mixte, le délai de départ du délai de rétractation, le point de départ, pardon, c'est l'installation. Typiquement chez les consommateurs, c'est la rénovation énergétique où tant que les panneaux photovoltaïques ne sont pas posés, on peut encore se rétracter si on a été démarché à domicile. C'est le même pendant pour les artisans. Donc important parce que ça peut effectivement changer la donne. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce gros sujet. Il pousse à la signature, mais c'est son métier, oui. Il ne nous reste plus qu'à te remercier, Ludovic. C'est moi qui vous remercie. Après, effectivement, ce que je disais, c'est que on fait du contrôle, on ne voit pas que des choses qui sont tout à fait bonnes. On a quand même une démarche très pédagogique dans le sens où on ne va pas forcément sur des sanctions, on est sur l'accompagnement, notamment des opérateurs économiques de taille modeste, de manière générale, des artisans en particulier. Et donc, c'est souvent des injonctions administratives dans lesquelles on rappelle les textes, on rappelle les obligations et on donne un délai pour se remettre en conformité. Donc, il ne faut plus voir l'administration régalienne comme un peu les cow-boys des années 70 qui venaient, qui dégainaient, qui repartaient. On est vraiment dans cette approche économique, concurrence, et on est dans une forme d'accompagnement. Alors certes, c'est du contrôle, mais c'est des sanctions si on ne se remet pas en conformité, je ne vais pas dire le contraire. Et il y a quand même une adaptation de la réponse de l'administration qui est plus pédagogique et plus corrective que strictement répressive. Maë, votre question, on y vient, c'est les slides, la suite en fait, sur la politique de confidentialité, donc on ne vous a pas oublié. Non, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Ludovic. À bientôt. À bientôt. Alors, on va continuer donc ce webinaire sur la conformité. Une partie qui est importante, qui est obligatoire, c'est les mentions légales. Alors c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure avec Muriel et les autres collègues dans le cadre de nos diagnostics. Bien souvent on va toujours un peu fouiller sur les sites internet et c'est une des choses qu'on regarde, c'est les mentions légales. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tous les sites Internet doivent avoir des mentions légales? Vous avez bien une idée de la réponse. La réponse, c'est oui. Donc, effectivement, la loi de confiance dans l'économie du numérique impose ça, c'est-à-dire que tous les sites qui soient professionnels ou même particuliers ont des mentions légales. Alors après, on va voir dans le détail ce que ça impose. Par exemple, typiquement, sur les sites de particuliers,
hormis l'hébergeur, vous n'avez pas d'autres obligations quand vous avez un site pour vous, à titre particulier, sur la façon dont vous faites les confitures ou que sais-je. Vous avez juste l'obligation de mettre les coordonnées de l'hébergeur. Pour un professionnel, vous doutez bien, donc un professionnel comme vous l'êtes, vous doutez bien que c'est un peu différent. Donc, à quoi ça sert? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours se positionner côté consommateur et se dire, des mentions légales, ça sert à quoi en fait? Donc, la première des choses, c'est identifier le site Internet et surtout les gens qui sont derrière. Hein, c'est ça, en fait. C'est la plaque d'immatriculation d'un site. Ça sert à informer l'internaute de qui, en fait, à qui il a affaire derrière son écran, en fait. Donc, et surtout permettre, voilà, effectivement, aux consommateurs de pouvoir contacter facilement la personne, qu'elle soit claire, précise et tout de suite accessible. Donc, de savoir, voilà, avoir un contact, c'est là l'essentiel. Les types de mentions légales, on va les voir dans le détail. Donc, en fait, en gros, il y en a 5. C'est l'identification, l'activité, et qui est cette activité. Les contenus, plutôt, sont différenciés selon l'activité. Et on va parler, évidemment, de données personnelles et de cookies, qui sont, évidemment, des choses importantes. Alors, dans l'identification, on le disait tout à l'heure, cette identification, elle diffère en fonction du type de forme juridique de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes en individuel, vous êtes en micro ou en entreprise individuelle classique, vous avez juste l'obligation de mettre nom, prénom, le domicile, votre téléphone et une adresse mail. On saurait trop attirer votre attention là aussi sur les adresses mail, à la manière dont vous allez les écrire. C'est-à-dire que de mettre des adresses mail directement dans les mentions légales, ça peut être aussi récupéré par des robots. Donc peut-être mettre une image, voilà, c'est peut-être des choses comme ça. Après, il y a aussi pas des inconvénients, mais il faut jouer avec ça. Quand vous êtes en société, eh bien là, on va récupérer en fait les informations de l'extrait d'immatriculation ou de l'extrait cabis si vous êtes au commerce aussi. Donc, c'est la raison sociale, l'adresse du siège, et on retrouve les informations, je dirais, d'identité, sauf qu'on rajoute là aussi la forme juridique, si vous êtes en SAS, en SARL, en EURL, et le capital. Le numéro de téléphone est alors facultatif. Qui est le directeur de publication? Dans tous les cas, c'est le chef d'entreprise. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc quand vous êtes en entreprise individuelle, rien de complexe, il y en a qu'un, c'est vous. Et quand vous êtes en personne morale, c'est le dirigeant. L'hébergeur du site Internet, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de mettre en avant. Parce que bien souvent, on voit alors de moins en moins, parce que heureusement, nous, Chambre de métier, pour le coup, on intervient de plus en plus dans les entreprises, donc on martèle ce truc-là de bien indiquer les coordonnées, donc que ce soit au Switch, OVH, Gandhi, enfin voilà, les grands opérateurs, ou bien même d'autres, il faut absolument qu'il y ait les coordonnées précises de l'hébergeur, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'adresse. Alors, quand vous êtes sur des outils genre Wix ou des choses comme ça, il va falloir aller gratter dans les coordonnées, enfin dans les pages de Wix pour aller trouver les coordonnées précises de Wix, de Jimdo, que sais-je. Donc ça, c'est vraiment important. Pour l'activité, tu voulais dire quelque chose, Marielle? Non, j'allais redire oui, que c'est vraiment une obligation d'avoir les informations de l'hébergeur du site. Ouais. Effectivement. Sur l'activité, ça aussi c'est important. Donc là, on a fait un petit tableau récap. En gros, dans tous les cas, ce qui est obligatoire, c'est le numéro SIRET. Donc là, comme ça, il n'y a pas de problème. En fonction, si l'activité est commerciale, artisanale, si elle est uniquement commerciale, on va mettre le numéro RCF. Si elle est RM, donc du ressort des métiers, on va mettre le numéro de ce qu'on appelle chez nous le numéro de gestion. Sur l'extrait d'immatriculation, c'est le numéro qui est au-dessus, marqué RM 71, RM 90, RM 70, c'est ce numéro-là. Bon, après, je ne vous fais pas la lecture. Une petite précision quand même sur le numéro d'agrément qui est essentiellement valable dans l'artisanat si vous faites du service à la personne. Quand vous faites du service à la personne. Pardon? Pour les activités réglementées, oui. Oui, sur les activités réglementées. Donc, quand vous faites du service à la personne, vous êtes enregistré. Et donc, la DDE, je crois, vous a donné un numéro d'agrément. Il va falloir l'indiquer si vous faites la promotion du service à la personne et que vous avez un numéro d'agrément. Alors, il y a un site. Alors, je vais le tenter. J'ai peur de le faire parce que j'ai peur que l'écran parte un peu dans tous les sens.
En fait, il y a ouais, non, je ne vais pas le faire. Ah si, est-ce qu'on voit Oui, mon on le écran? voit, David. Oui, oui. Super. Donc, il y a un site qui est super bien fait, euh, qui est le site du service public. En fait, vous recherchez simplement mention obligatoire service public et vous avez un site qui est hyper bien fait, alors dans lequel on a été chercher l'info. Hein, on va pas se Dans cacher. lequel on puise, nous, oui. Ouais, ouais, bah oui. Voilà. Et donc là-dedans, vous avez vous dit, bah voilà, je suis entrepreneur individuel, j'ai une activité artisanale, et vous avez ici toutes les mentions où doivent figurer, enfin qui doivent figurer sur les mentions légales. Donc c'est assez simple, c'est juste après vous faites un copier-coller, vous remplissez au bout, et puis c'est assez efficace. En fait. Et nous, c'est vrai qu'on va toujours taper là-dedans. Au moins on est sûr, bah, c'est un peu comme on a fait tout à l'heure avec Ludovic, au moins on est sûr de la source. Alors, Donc, voilà, donc là je vous ai mis quelques. Alors, c'est un peu comme ce que disait Ludovic tout à l'heure sur les conditions générales de vente. Il n'y a pas d'obligation de faire un pavé spécifique mention légale. C'est quelque chose qui est fait parce que finalement, c'est plus pratique, mais il n'y a pas une obligation. Par contre, il y a une obligation d'avoir les informations. Les informations doivent figurer sur le site Internet. Ça, c'est une vraie obligation. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un pavé marqué mention légale. Je suis dans une entreprise, j'ai pu le faire sur un formulaire, en même temps d'un formulaire de contact. Voilà, le tout, c'est que l'information figure sur le site Internet. qu'elle figure, qu'elle soit claire et facilement accessible. Donc, c'est Absolument. pour ça que, de façon générale, elles sont souvent en pied de page, sur toutes les pages. Comme ça, il n'y a pas de confusion et il n'y a pas de litige, de contestation possible. Ouais. Alors, c'est Si elles vrai sont bien que résolues. c'est pas obligatoire, mais c'est furieusement pratique. Donc, autant le faire. Voilà, donc un petit pavé sur les mentions légales. Est-ce qu'on a déjà des questions-réponses, Oui, il y Muriel? avait juste une question. En quoi le numéro RCS est-il différent du numéro SIRET? C'est comme nous, le numéro RM. Je pense que Ouais. c'est le numéro qui vous permet de vous identifier. Ce n'est pas le numéro SIRET qui est lié à votre entreprise, mais c'est votre immatriculation répertoire du commerce. Je crois qu'au RCS, me semble-t-il, ça doit être le sirène qui doit être C'est utilisé le comme même. ça. Ouais. Et nous, en chambre de métier, on a vraiment un numéro à part. Alors, on l'a dit et ça a été abordé tout à l'heure pendant l'intervention de Ludovic. Effectivement, on se pose la question quand même dans les mentions légales et dans les conditions générales de vente aussi, et des contrats de la vente à distance, du RGPD. Donc, il nous a semblé quand même pertinent dans cette matinée d'aborder le sujet des mentions légales et du RGPD. Donc, j'ai laissé Muriel intervenir sur ce point-là. Donc voilà, effectivement, le RGPD intervient, a des conséquences à la mise en application du RGPD, du Règlement général de la protection des données, et en application depuis mai 2018 en France. Et cette mise en application a forcément des conséquences sur la création, sur la mise en page de vos sites Internet. Donc, qui est concerné, pour faire rapide? Effectivement, vous tous, à partir du moment où vous êtes une entreprise artisanale, commerciale, industrielle, peu importe, une collectivité, une association, voilà, donc, et que vous collectez des données, donc toutes les entreprises en général collectent des données, hein, c'est rare que voilà, vous êtes concerné par la mise en application de ce RGPD. Que vous ayez un site internet ou pas, d'ailleurs, enfin voilà, c'est pas lié forcément au site internet. On a un fichier client, on collecte des cartes de fidélité dans mon petit salon de coiffure, même si c'est papier, ben vous êtes concerné par la mise en place du RGPD. Alors, pas seulement vous, entreprises sur le territoire de l'Union européenne, mais toutes les entreprises étrangères qui pourraient vous faire concurrence, hein, mais à partir du moment où elles contractualisent et qu'elles collectent des données de ressortissants européens, sont également considérées. Donc, il y a deux critères, de territoire et de personnes par rapport à la clientèle. Les enjeux vont être différents. On est d'accord qu'une petite entreprise artisanale de 10 salariés qui a un petit fichier client n'aura pas les mêmes enjeux qu'un industriel ou qu'une société de grande distribution qui va collecter de la donnée pour voilà. Voilà, c'est juste une histoire d'enjeu qui va être différent. On parle de données personnelles. C'est quoi exactement une donnée personnelle? Donc, c'est tout ce qui va permettre d'identifier une personne physique, soit directement, soit indirectement. Donc, pour rester dans le cadre du site Internet, on va dire que la majorité des sites Internet
bénéficie, enfin, on met en place un formulaire de contact. Et quand on met un formulaire de contact, on aime bien savoir qui va nous écrire pour pouvoir répondre à sa question. Et voilà, donc souvent, c'est le nom, prénom, l'adresse. Donc ça, c'est des données personnelles directes parce que je vais pouvoir directement identifier la personne qui m'écrit. Elles peuvent être aussi indirectes. Indirect, ça va être un numéro de téléphone, ça va être une adresse mail. Mais souvent, l'adresse mail, il peut y avoir le nom, prénom. Donc là, du coup, c'est sur les deux. Mais par exemple, une adresse mail qui serait contact @ et le nom de l'entreprise ou le nom de domaine de l'entreprise, indirectement, je peux remonter à la personne qui m'a écrit. Et indirect aussi, qui nous concerne sur le site Internet, ça peut être l'adresse IP de votre ordinateur. À partir du moment où vous mettez des traceurs sur votre ordi qui va vous permettre de calculer des statistiques des nombres de visites, et c'est une donnée personnelle indirecte qui va permettre d'identifier la personne. Donc, tout ça, ça doit être cadré, effectivement. Alors, parmi ces données personnelles, il y a aussi la donnée sensible, donc qu'on distingue de la donnée personnelle. Donc, la donnée sensible, c'est la donnée qui va par exemple, vous demander l'origine raciale de la personne qui vous écrit, l'origine politique, enfin l'appartenance politique ou des données de santé. Alors, celle-ci, elle va être encadrée. On peut la demander, mais si c'est justifié ou si c'est légitime au regard de votre activité ou de vos besoins. Si vous êtes un boulanger, vous avez un simple formulaire contact parce que vous prenez une prise de commande pour un gâteau, l'appartenance politique du client qui va vous faire remplir le formulaire, elle n'est pas légitime. Donc, tout ça va être effectivement en fonction de l'activité et aux besoins de la donnée par rapport à la collecte. Donc, quelles sont les obligations principales en RGPD par rapport à cette donnée? C'est l'obligation d'information renforcée. Par le consommateur doit savoir pourquoi on demande sa donnée, pourquoi on la traite. Donc, tout ça, ça se fait dans la politique de confidentialité, on va y revenir. Et la principale obligation du RGPD, et cette nouveauté de 2018, qu'on a vu fleurir sur tous les sites, c'est d'obtenir le consentement. Donc, dorénavant, tout formulaire contact digne de ce nom sur un site Internet doit avoir cette petite mention qu'on retrouve là à la fin de notre exemple, avec une case à cocher. Donc, je dis bien une case à cocher, mais pas une case pré-cochée. Vous n'avez pas le droit de mettre déjà une coche et que la personne ait juste à lire. Donc, la case à cocher a toute son importance. Le consommateur doit matériellement cocher cette case pour pouvoir effectivement donner son accord, son consentement à ce que vous conserviez ces données. Donc, je dis bien conserver. C'est-à-dire que le fait qu'ils répondent qu'ils remplissent ce formulaire parce qu'ils vous demandent un devis, parce qu'ils vous posent une question par rapport à votre activité, savoir si vous êtes en mesure de pouvoir répondre à une demande, c'est son droit. Il vous pose une question, il ne coche pas la case, il clique sur le bouton envoyer, vous recevez le mail. Donc, vous êtes on va dire l'obligation parce que c'est votre métier, mais vous allez pouvoir répondre à ce formulaire contact, à ce client qui vous a posé une question, répondre à sa question. C'est-à-dire que dans son commentaire-là, il vous a posé une question. Effectivement, vous allez utiliser sa donnée, son mail pour répondre à sa question, mais ça va s'arrêter à ça. Le fait de rajouter une case à cocher, précisant qu'effectivement, en cochant cette case, il accepte d'être contacté d'une part pour répondre à sa question, mais aussi à des fins commerciales. Donc, ça vous donne le droit, l'autorisation, à partir du moment où il a coché la case, d'enregistrer ses coordonnées, son nom, son prénom, dans un fichier client, dans un fichier prospect, et de pouvoir le recontacter ultérieurement pour lui proposer des offres promotionnelles ou des choses. Uniquement si vous avez bien stipulé effectivement dans cette petite rubrique qu'il acceptait d'être contacté. Je vais un peu vite, mais je pense que j'étais claire. Il y a des questions par rapport à… Alors, on peut dire quand même… non, il n'y a pas de questions pour l'instant, Muriel. D'accord. Donc, la case à cocher, c'est la même. Là, on est sur un formulaire contact, mais vous avez un petit bloc newsletter où la personne a la possibilité de mettre juste son adresse mail. Il faut qu'il y ait cette petite mention en bas. Si vous voulez la réutiliser pour pouvoir lui envoyer des newsletters, il faut cette petite… en cochant cette case, j'accepte de recevoir les newsletters de l'entreprise régulièrement. Alors, on rappelle quand même ce qui est marqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement pour les devis et les factures. Oui, pardon, je n'avais pas le bas de taille, mais effectivement. Vous n'avez pas demandé l'accord pour envoyer des devis et des factures. C'est une obligation que vous avez, une obligation contractuelle. De même qu'il n'y a pas de demande de consentement quand c'est entre professionnels.
Voilà, vous contactez une entreprise dans le cadre professionnel pour un partenariat. Voilà. Alors concrètement, que doit-on faire en tant que chef d'entreprise en matière de RGPD depuis c'est de recenser l'ensemble des traitements de données. Donc on parle de traitement, c'est le fichier client. Je collecte des données de mes clients pour remplir un fichier client, pour remplir un fichier prospect. Je collecte des données issues de mon site internet par le biais des formulaires contact. Donc le traitement, c'est ça, c'est le fait de centraliser quelque part des données qui appartiennent à mes clients, qui m'appartiennent pas, qui m'appartiennent pas, je ne peux pas en utiliser comme ça à mon bon vouloir. Donc, c'est recenser en fait l'ensemble de toutes ces sortes de traitements dans un seul document qu'on appelle le registre des traitements. Donc, ça, c'est une première obligation du RGPD. Et s'assurer que ces traitements répondent effectivement à des finalités légales et légitimes. J'ai un fichier client, je suis une entreprise. Je dois prospecter, je dois me développer, je dois commercialement pouvoir vivre. Donc, je dois collecter des données de clients pour pouvoir effectivement développer mon activité. Donc, c'est légitime et c'est justifié par mon activité. S'assurer effectivement que le consommateur soit bien informé, donc par le biais du consentement. Et l'obligation, effectivement, c'est de réaliser ce registre des traitements. Donc, l'ensemble des collaborateurs numériques que vous avez eu sur le premier slide, on est en mesure de vous accompagner sur la mise en place de ce registre. Le registre, c'est comme on voit dans la petite image en dessous, c'est plus ni moins qu'un fichier Excel. Donc, nous, on a pris un modèle qui nous a été fourni par la CNIL, donc la Commission nationale d'information et de liberté, et qui est l'organisme qui va un petit peu contrôler cette mise en conformité RGPD et toute cette réglementation sur la protection des données. Donc, ils nous ont fourni des modèles sur lesquels on s'appuie et on peut vous aider dans le cadre de nos accompagnements numériques à formaliser ce document dans vos entreprises. Donc, on est d'accord que le site Internet, par le biais du formulaire contact, alors uniquement par le biais du formulaire contact, si vous n'en avez pas, il n'y a pas l'obligation de préciser, va être une source de traitement de données. Et donc, il va falloir, demain, vous créez un site Internet, vous avez déjà un registre dans votre entreprise. Au bout de 6 mois, vous créez votre site Internet. Il va falloir venir modifier ce registre, ajouter une ligne et stipuler que dorénavant, vous avez une nouvelle source de traitement de données personnelles et par le biais de la création du site Internet. Ce qu'on dit souvent, c'est que ramener à la taille de l'entreprise artisanale, le RGPD, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut l'intégrer, il faut y penser, mais c'est vraiment pas des choses qui sont compliquées à faire. Ouais. Voilà, il faut juste le faire. Ouais. Être en conformité. Il y a de plus en plus de contrôles. Ludovic l'a dit, sur ces petits points, et c'est vraiment pas grand-chose, donc c'est dommage que vous soyez pénalisé ou verbalisé pour quelque chose qui ne prend pas énormément de temps à faire. Et une fois que c'est fait, à part si vous avez effectivement des nouvelles sources de traitement de données où il faut faire la mise à jour, mais c'est l'ajout d'un site Internet, vous installez une vidéosurveillance dans votre magasin. La vidéosurveillance est une donnée personnelle. À partir du moment où vous filmez les clients, il faut rajouter une ligne dans votre registre pour préciser effectivement que vous avez une nouvelle source de données dans votre enseigne. Donc, que doit contenir ce registre? Alors déjà, ce registre, il a permis de remplacer la déclaration à la CNIL. Avant 2018, quand on crée un site Internet, on avait l'obligation de remplir un formulaire sur le site de la CNIL et faire une déclaration et stipuler en fait cette déclaration dans les mentions légales. Maintenant, il n'y a plus besoin. C'est ce registre qui va le remplacer. Ce registre, c'est un document qui vous est demandé uniquement en cas de contrôle, donc soit par la répression des fraudes, soit directement par un agent de la CNIL. Vous n'avez pas à le justifier, vous n'avez pas à le fournir à un client, vous avez juste à le fournir en cas de contrôle d'une autorité. Vous n'avez pas à le rendre public non plus. C'est quelque chose que vous conservez chez vous et vous fournissez. Donc, c'est un document Excel et sur ce document Excel, vous avez concrètement une fiche par type de traitement. Donc, le site Internet est un traitement. Donc, j'aurai une fiche complète à remplir pour préciser ce que je fais des données issues de mon site Internet. Et qu'est-ce que je mets dans cette fiche? Donc, je réponds en fait concrètement à quelques questions. Pourquoi? Donc, pourquoi je traite de la donnée? Dans le cadre du formulaire contact du site Internet, je traite de la donnée pour pouvoir enrichir mon fichier client et commercialiser auprès des clients qui sont demandeurs. Quel type de données je traite? Donc, nom, prénom, adresse mail. Donc, c'est ça, il faut juste préciser quel type de données vous collectez.
Qui traite la donnée? Moi, artisan en tant que chef d'entreprise, responsable de l'entreprise, le service commercial, le service marketing de mon entreprise. Donc voilà, préciser quelle personne dans votre entreprise utilise ces données, qu'est-ce que je vais en faire et pendant combien de temps je vais la garder et comment elle va être utilisée et surtout quelles mesures de sécurité je vais mettre autour de ces données. Donc, c'est mon fichier client qui est sur mon ordinateur. Mon ordinateur est sécurisé, il a un antivirus, il est protégé par un mot de passe. Je ne le laisse pas traîner n'importe où dans mon local à la vue de tout le monde, n'importe quel client. Donc, voilà, bien préciser qu'effectivement, les données que m'ont confiées mes clients sont un minimum protégées, sécurisées. Donc, les mesures de… Pardon ? T'interromps parce que tu es parti comme oui, non, j'essaie de rattraper le temps. Je vois. On a une petite question sur la durée de conservation des données qui est un point important. Alors, on sait que dans le RGPD, c'est un petit peu flou. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, madame? Alors, sur la durée de conservation des données, c'est vrai que sur le registre, vous devez dire effectivement une donnée de mon fichier client, je dois les garder, mais ce n'est pas dire je la garde un certain temps, c'est combien de temps? Alors, par rapport à une donnée, fichier client, contact et site internet, c'est vraiment de la donnée qui va alimenter un fichier client. La CNIL n'impose rien, mais conseille, c'est 3 ans. Alors, tout ça aussi va dépendre de l'activité de l'entreprise, mais voilà, il conseille de les conserver sur une durée de 3 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, vous allez effacer complètement votre fichier client, vous allez juste anonymiser la donnée. C'est-à-dire que les données que vous allez recevoir de votre site Internet, c'est-à-dire l'endroit où vont être répertoriés tous les mails qui sont issus de votre site Internet, vous pouvez faire en sorte que le nom, le prénom, tout ce qui peut identifier la personne soit anonymisé. Alors, on dit 3 ans, mais ce n'est pas 3 ans à partir du moment où j'ai collecté cette donnée, c'est 3 ans à partir du dernier contact. Si c'est un client qui revient régulièrement dans votre magasin, qui, voilà, suite à ce premier contact sur le site Internet, qui fait régulièrement appel à vous, on parle par exemple d'une coiffeuse où les clients sont régulières, voilà, et c'est 3 ans à partir du dernier contact. Donc, le conseil, c'est régulièrement, une fois par an, aller sur les différentes sources, là où vous avez collecté vos données, votre fichier client, faites le tri, voilà, ça c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un certain temps, je vais anonymiser cette donnée-là. C'est l'obligation que vous contraint effectivement le RGPD par rapport à la durée de conservation. Alors, quand je dis 3 ans, ça peut être 5 ans si c'est légitime par rapport à votre activité. Ça peut être jusqu'à 10 ans pour une activité dans le bâtiment où là, il y a une décennale et vous avez l'obligation de conserver effectivement une traçabilité, un nom, une adresse par rapport à la donnée du client. Donc, tout ça, il faut le ramener effectivement par rapport à votre activité, vos spécificités, si ça peut être effectivement justifié. Et puis aux obligations légales, parce qu'on rentre dans le RGPD, on s'évade un petit peu de notre sujet, mais on est dessus, donc autant en parler. Les salariés aussi rentrent dans le cadre du RGPD. Donc là, effectivement, le RGPD ne remplace pas l'obligation légale que vous avez, par exemple, de garder les fiches de paye pendant 10 ans sur le thème de la durée de conservation. Mais c'est vrai que la CNIL, et même le RGPD, a une phrase un peu dans lequel on entend tout, la durée de conservation doit être adaptée, ils disent. Donc c'est vrai que là-dedans, on met un peu ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on a essayé de creuser, puis on est dans ces choses-là. Alors, un petit mot, Muriel, sur la sécurité, même si tu l'as déjà dit tout à l'heure. Voilà, un peu parlé. Donc, 2 types de sécurité. Et la violation, un client vous fait confiance, il vous fournit ses informations personnelles, il va falloir que vous puissiez être à la hauteur de cette confiance et fournir quelques sécurités, donc sécurité technique que j'appellerais informatique, c'est mot de passe, effectivement, antivirus, voilà. Mais une sécurité, on va dire, de bon sens aussi, organisationnelle. On est d'accord que vos locaux sont sécurisés, que les bureaux dans lesquels vous contenez des informations confidentielles ou sur vos salariés, alors je ne dis pas confidentielles, mais personnelles, sur vos salariés ou vos clients, doivent pas être à la vue de n'importe quelle personne qui pourrait rentrer comme ça dans vos locaux, soit dans des armoires qui ferment à clé, soit effectivement un minimum. Alors ça peut être effectivement une charte informatique ou une clause de confidentialité, que vous pouvez mettre en place si vous avez plusieurs collaborateurs dans votre entreprise. En cas de violation, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Je rajouterais, si tu permets, Muriel, un petit point sur la sécurité technique.
Je pense notamment aux esthéticiennes ou aux coiffeurs qui ont l'habitude d'avoir des PC qui sont posés sur le comptoir. Des PC portables s'embarquent très très vite. Donc n'oubliez pas de les attacher à un truc tout bête, mais avec un câble ou de rendre plus compliqué l'accès, parce que si on peut enlever, voler le PC, on a donc accès à vos données. Et ça fait la transition avec le point sur la Voilà. logistique. Merci David. Effectivement, voilà. Et alors les PC, mais encore plus les tablettes. De plus en plus d'entreprises travaillent sur tablettes et c'est facilement effectivement volatilisable. Et effectivement, vous n'êtes pas à l'abri de ce vol, de cette perte, ou tout simplement de cette. Ça peut être un problème technique, un ordinateur qui est piraté ou qui tombe en panne. Il y a de la perte de données et de la violation de données. Donc, alors ça peut être effectivement un salarié, un apprenti qui est en désaccord avec vous, qui décide de quitter l'entreprise et qui s'en va avec votre ordinateur portable sous le bras et qui reprend effectivement tout votre fichier client à l'intérieur et qui l'utilise à ses fins personnelles. Donc ça, c'est de la violation de données. Donc que faire en ce cas-là? Donc le RGPD cadre bien cette problématique et vous avez l'obligation de déclarer à la CNIL dans les 72 heures. Alors, vous ne serez pas verbalisé, mais c'est juste pour que la CNIL puisse mettre en face les moyens pour protéger les données que vous avez perdues, pas forcément de votre faute. Donc, ils vont mettre en place un moyen d'essayer de retrouver, de limiter la perte, la casse. Alors, il y a plusieurs risques. Effectivement, si c'est un risque élevé, si c'est de la donnée personnelle, je sais plus ce que vous... Donc voilà, si c'est un risque élevé, effectivement, on imagine la tablette chez l'esthéticienne, où là, effectivement, il y a de l'information confidentielle, des photos prises de clientes, le risque peut être élevé. Donc là, l'obligation que vous avez, c'est d'informer les personnes, c'est-à-dire se rappeler de toutes les personnes qui sont dans votre fichier client, à qui les données appartenaient, et vous devez les informer directement de cette perte. Si le risque n'est pas super élevé, si c'est juste un petit fichier client, il faudra le notifier dans votre registre de données que vous êtes fait voler votre matériel ou pirater votre matériel. Voilà, tout dépend de la gravité et de l'importance de la donnée qui est volatilisée. Le site de la CNIL est pour nous une source d'information super importante. Là, effectivement, et vous allez pouvoir trouver plein d'outils qui vont vous permettre de vous mettre en conformité. Et là aussi, effectivement, on allait un petit peu vite dans cette présentation parce qu'on sait que vous êtes aussi pris par vos occupations. Mais on est là aussi pour vous accompagner, vous aider dans cette mise en conformité RGPD. Alors, on parle aussi site Internet. On est d'accord, le formulaire contact, c'est vous qui l'avez rédigé, c'est vous qui l'avez mis en place sur votre site Internet. Mais derrière, il peut y avoir des sous-traitants qui ont accès aux données qui sont issues de ce formulaire contact du site Internet. Donc, le sous-traitant, ça peut être le prestataire informatique qui a créé votre site Internet, qui peut avoir accès effectivement aux données qui sont sur votre site Internet, et l'hébergeur aussi du site Internet. Donc là, il y a une obligation. Donc, vous allez mettre en place de la conformité RGPD dans votre entreprise, c'est-à-dire que vous allez être en règle, faire tout ce qu'il faut pour prouver que vous êtes conforme, mais il va falloir aussi vous assurer que le sous-traitant, c'est-à-dire que la personne qui va aussi avoir à disposition les données que vous ont confiées vos clients, sont aussi conformes. Donc ça sera à vous de faire la preuve que vous leur avez demandé une attestation qui vous prouve que vous êtes conforme. Alors, pour les hébergeurs, le sous-traitant est conforme, oui. Voilà, que le sous-traitant est conforme, pardon. Pour les hébergeurs de sites Internet, je pense que la plupart des hébergeurs connus le sont. Vous trouverez facilement l'information sur leur site Internet. Effectivement, ils le précisent maintenant sur leur site Internet. Vos prestataires doivent aussi être conformes, parce que c'est une entreprise comme vous, commerciale, artisanale, et donc ils ont l'obligation de se mettre en conformité, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Mais il faut que vous puissiez apporter la preuve en cas de contrôle que vous avez fait cette demande de mise en conformité. Voilà. Alors, après cette petite digression sur le RGPD, donc, qui était un lien qui était obligatoire par rapport aux mentions légales, pour revenir là-dessus, ou sur les mentions légales, vous avez également l'obligation d'informer sur les cookies. Donc, tout le monde sait aujourd'hui quasiment ce que c'est les cookies. Ce sont ces petits fichiers qui sont déposés sur les PC les ordinateurs par les sites Internet
pour récupérer des informations derrière sur l'utilisateur. Souvent, les gens nous disent, nous, ah, ben non, moi j'ai un site internet, j'ai pas de cookies. Sauf que à côté de ça, dans les extensions WordPress, par exemple, vous allez avoir un outil qui va suivre les statistiques par Google ou qui va faire un CAPTCHA pour anonymiser ou sécuriser le formulaire de contact. Donc, à partir du moment où vous allez utiliser des outils tels que ceux-là, évidemment que vous rentrez dans le cadre des cookies, parce que même si vous, en tant qu'artisan, bah ouais, vous ne déposez pas de cookies, les logiciels que vous allez utiliser à l'intérieur de votre site Internet, eux le font. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut aussi qu'il y ait, dans les mentions légales, qu'il y ait un pavé sur l'utilisation des cookies. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de votre site. Et pour reboucler avec ce que disait Muriel, sur les durées de conservation, un cookie, le consentement d'un client pour l'utilisation d'un cookie est de 13 mois maximum. Donc maintenant, on voit beaucoup quand même d'extensions, notamment dans WordPress, qui automatisent un petit peu tout ça. Et je vous ai mis juste un petit pavé comme ça qu'on connaît tous par cœur sur accepter, refuser ou gérer les cookies. Et tout ça se règle. Alors côté administration, il faut absolument l'anticiper et surtout avoir un pavé mention légale qui prévoit bien quelque chose sur les cookies. Donc, on voit ces petits bandeaux fleurir sur tous les sites depuis 2018 maintenant, si effectivement, voilà. C'est la partie visible du RGPD en définitive. Hein, donc pareil, sur la collecte de données personnelles, là c'est pareil, on a une page de politique de confidentialité, donc je ne vous fais pas la lecture, tout le monde sait ce que c'est. Ce qui est important là-dedans, c'est de se dire, il va falloir qu'on explique ce qu'on fait des données, et surtout, et c'est vraiment ce qui est important, c'est de donner l'exercice des droits aux internautes, c'est-à-dire que les internautes doivent trouver dans vos politiques de confidentialité le moyen d'accéder, de s'opposer, de modifier les données. Et surtout, nous ce qu'on préconise tout le temps, c'est d'avoir aussi les coordonnées de la CNIL. Comme ça montre vraiment quelque chose à une entreprise qui est vraiment transparente. Donc, l'accès aux modifications, suppressions, ce n'est pas forcément quelque chose de très techno. Hein. Il suffit peut-être d'un formulaire de contact ou alors votre adresse postale, l'adresse mail ou l'adresse postale sont encore des moyens d'exercice de droit. Ça pose pas de problème. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un accès aux bases de données. Enfin, voilà, quelque chose de compliqué. C'est simplement, dire, si vous voulez exercer vos droits, modifier vos données, veuillez nous contacter à telle adresse ou faire un formulaire de contact spécifique. Donc, il y a des choses qui sont assez faciles à faire et qui permettent justement à l'entreprise artisanale d'être conforme par rapport à ce point-là. Donc, faites attention, comme pour les conditions générales de vente, il existe des pages type de politique de confidentialité. C'est moins particulier, effectivement, que les conditions générales de vente, c'est plus standardisé, mais avant de bêtement les copier-coller ou les reprendre de différents sites qui vous en proposent, WordPress, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, propose une page type de politique de confidentialité. Donc, si vous la récupérez, lisez-la bien, regardez bien et vérifiez qu'elle correspond vraiment à ce que vous faites de la donnée et à votre activité et à votre entreprise. Ouais, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ludovic, c'est qu'à partir du moment où il y a une politique, un texte de cet ordre-là, c'est-à-dire que ce soit les conditions générales de vente ou une politique de confidentialité, à partir du moment où vous la mettez en ligne et que vous ne la vérifiez pas, c'est ce texte-là qui s'applique. Et donc, si vous tombez sur un client pénible et qui vous colle en justice, ce sera ces textes-là qui seront utilisés. Donc, c'est d'où l'importance vraiment de vérifier et pas de faire vraiment du copier-coller. On le dit depuis le début de ce webinaire, mais c'est vraiment important parce que pour le coup, on l'a vérifié et c'est ce qui a fait aussi l'objet de ce webinaire. En définitive, on s'est dit, bon sang, les entreprises font du copier-coller, il faut vraiment qu'on les informe. Alors, vite, parce qu'on est super. Alors, les mentions légales, est-ce qu'on doit faire une déclaration du site à la CNIL? La réponse, on y a répondu. Donc, ça, c'est non. On y a répondu, oui. C'est plus quelque chose qui est obligatoire depuis 2018. Alors, juste pour finir en beauté, les sanctions applicables. Donc, sur l'absence de mention légale, c'est 1 an de prison, 75. Alors, on l'a vu, Ludovic a vraiment joué la répression des fraudes, on peut dire maintenant qu'il est plus là. Joue vraiment le jeu de la pédagogie et de l'information. Et nous, c'est vraiment ce qui nous a plu. Et par contre, voilà, sachez quand même que si vous récidivez, entre guillemets, en ne mettant pas de mention légale, il y a vraiment des risques. Pareil sur le RGPD.
où on a des montants qui sont monstrueux. Et le traitement informatique sans le consentement, vous voyez que c'est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc, voilà, il ne faut pas jouer avec le feu. Les sanctions font peur, mais ils ne sont pas dans la sanction directe, ils sont vraiment dans la demande de mise en conformité. Ça, il l'a dit, mais nous, on l'a vécu. Enfin, j'ai beaucoup d'entreprises qui ont été contrôlées et on ne les sanctionne pas directement. Effectivement, on vous dit attention, vous n'êtes pas dans les clous, vous avez tant de temps pour vous y mettre. Et voilà. Donc là, voilà. Alors, voilà, donc en gros, pour un site vitrine, on l'a dit, l'obligation, c'est d'avoir des mentions légales, pardon, ou alors, à défaut, le contenu avec les informations. Pour un site marchand ou qui a des informations contractuelles, on est sur des mentions légales plus des conditions générales de vente. Alors, les informations du contrat, ce qu'a dit Ludovic tout à l'heure. Évidemment, dans les deux cas, à partir du moment où il y a une collecte donnée par un simple formulaire de contact, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, eh bien, il faut intégrer le RGPD. Une fois encore, on insiste beaucoup là-dessus. Le RGPD, dans une entreprise artisanale, c'est franchement pas une usine à gaz. Hein. Ça se résume souvent à un tableau ou un document Word. C'est vraiment facile à faire, donc autant le faire. Et un formulaire de demande de consentement. Ouais. C'est souvent ça. Alors, on va finir ce webinaire par un petit sondage que je vais vous proposer parce que c'est intéressant maintenant d'avoir votre retour. Voilà, 3 questions. Est-ce que si vous vendez en ligne, est-ce que vos CGV sont conformes d'après vous? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous avez le droit de ne pas être conforme, entre guillemets. Est-ce que vos mentions légales d'après vous sont conformes? Et enfin, est-ce que dans l'RGPD est intégré en cours, là, il va falloir que je m'y colle. Je vous laisse répondre. Alors, pendant que vous répondez, avec Muriel et les autres collègues évidemment de la région Bourgogne-Franche-Comté, on est à votre disposition pour tous les accompagnements numériques, hein, qu'il s'agit de cahiers des charges, de diagnostics, etc. On est vraiment là. On a la chance d'avoir des financements du conseil régional notamment et du plan de relance pour qu'il y ait un reste à charge qui soit zéro pour vous. Donc le temps qu'on passe avec vous est financé par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vient dans vos entreprises pour regarder avec vous, vous aider, vous accompagner. C'est on est vraiment à votre disposition. Je crois qu'il y a une question dans ce sens-là tout à la fin, c'est si, voilà. Je pense qu'on a répondu, il me semble, à l'ensemble des questions. Si on a quelques-unes pour il nous en manque 2 qui n'ont pas répondu. Vous avez le droit de répondre si vous avez un site internet, c'est pas grave. Oui, je pense qu'on a répondu à l'ensemble. Ouais, donc bon, globalement, ouais, c'est bon, c'est l'ensemble des questions. Sur les mentions légales, donc sur les conditions générales de vente, c'est moite-moite. Alors il y a personne qui n'a pas de mention légale, donc qui dit non, je ne suis pas conforme. On est à 25% oui, 25% partiellement. Alors le but, ce n'est pas de donner les coordonnées à Ludovic. Rassurez-vous. Si vous avez un contrôle dans les jours qui suivent, ça ne sera pas nous. C'est pas notre mission, c'est pas notre but. Nous, c'est plutôt de vous aider effectivement. Et si c'est uniquement des mentions légales, on peut vraiment vous aider parce que là, c'est pas grand-chose à faire. Sur les conditions générales de vente, il y a quand même 50% qui n'en ont pas. C'est quand même. D'accord. Autant c'est vrai que sur un accompagnement sur les conditions générales de vente, on n'est pas juriste, ni David ni moi, c'est pas notre spécialité. Donc, on veut bien vous dire effectivement ce qu'on vous a dit là, vous devez stipuler telle ou telle chose au champ obligatoire, mais vous les lire, mais après, effectivement, si vous êtes sûr d'être conforme, là, tournez-vous vers effectivement des spécialistes. On l'a déjà fait, accompagner, mais après, c'est qu'un avis consultatif. Par contre, tout ce qui est mention légale RGPD, alors, quand je dis David, moi et les autres collègues du département, de la région Bourgogne-Franche-Comté, on peut vous accompagner sur tous ces sujets. Mais c'est vrai que les conditions générales de vente, on l'a vu, c'est quand même
c'est des choses qui sont très très pointues, et puis une fois encore qui vous engagent. Donc il faut. Alors c'est vrai que ça coûte des sous. On peut se le dire entre nous. C'est des. Mais par contre voilà. Après si vous tombez sur un client et puis c'est là où ça devient problématique. Donc il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art, quoi. Et une fois encore, on est là pour vous accompagner et puis on est à votre disposition. Voilà, donc on va finir ce webinaire. Muriel, je te remercie tout plein de ce temps passé. Merci à toi aussi, mon cher. Tout à fait. On vous souhaite une bonne journée. Puis une fois encore, tous les collègues d'économie numérique de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Chambre de métier, sont à votre disposition. On vous attend. À bientôt. Désolée pour avoir un peu, on a un peu débordé. Monté le débit sur la fin. Mais très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.